Bonjour le Bénin, c'est l'émission qui ouvre donc le bal sur la télévision nationale quand nous parlons des programmes télévisuels. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à chacun et à tous dans cet espace de 2 heures où nous allons donc parler aujourd'hui principalement du Forum africain pour la recherche et l'innovation. Cotonou sera donc le carrefour des scientifiques. La CEDEAO est impliquée dans cette grosse activité. Eh bien, on va en parler avec un invité spécial qui va nous donner des détails. Mesdames, Messieurs, vous savez que le samedi dernier, le 3 mai, c'était la Journée internationale de la liberté de la presse. Nous, journalistes, on va en parler dans cette émission avec quelques confrères. Où est-ce que nous en sommes en matière de liberté de presse dans le monde? Est-ce que le métier de journalisme reste toujours un métier noble et sans grand risque? Et nous parlerons également du classement de Reporters sans frontières. Quelle est la place du Bénin? Mesdames, Messieurs, avant de retrouver tout ceci, le premier acte, vous le savez bien, c'est bel et bien l'information. Et l'information, c'est avec vous, Fifame Salomé Atale, dit bonjour. Bonjour Alain, bonjour le Bénin. Ça va super bien. Vous avez passé un bon week-end? Ah, relax, ça va. Tranquille. Et fidèle au poste, avec vous, nous aurons donc les informations. Exactement. Mesdames et messieurs, voici donc le flash, le bulletin d'information. Bonjour, bienvenue et merci de prendre le rendez-vous du bulletin d'information que nous démarrons par le sport. C'est une belle conclusion pour cette grande fête du cyclisme au Bénin. Le Grand Prix de la ville de Cotonou a tenu toutes ses promesses. 78 coureurs issus de 14 équipes engagées sur le 20e tour du Bénin ont pris part à cette ultime course sur un parcours de 107 km. Déjà vainqueur du tour, c'est encore un Sud-Africain qui s'impose à nouveau, confirmant ainsi sa suprématie. Et on fait un retour sur les temps forts de la course avec Edmond Hongbo, François Zinsou et Blaise Adanko. Restez lucide jusqu'au bout, restez lucide. Clap de fin en apothéose pour la grande fête du cyclisme au Bénin. Le Grand Prix de la ville de Cotonou 2025 revient au Sud-Africain Reinhard Janse van Rensburg, déjà vainqueur du 20e Tour du Bénin. Une victoire de prestige pour cette épreuve, désormais inscrite au calendrier de l'Union cycliste internationale avec 78 coureurs engagés issus des 14 formations du Tour. Dès les premiers coups de pédale, 2 hommes tentent d'allumer la mèche, mais le peloton veille et reste groupé. Puis une première échappée sérieuse se forme. Driss Al-Nouani du Maroc, Edouard Bonnefoy de la Team 7-Eleven des Philippines et Tom Wishfeu de Universal Cycling Team prennent les devants et creusent un écart de 17 secondes. Ils franchissent le premier sprint intermédiaire après 40 km. Wishfeu passant en tête. Peu après, une cassure redessine la course. Le Camerounais Clovis Abosolo et le Français Jonathan Tiré font la jonction avec le groupe d'échappés pendant que le Marocain décroche. Mais cette tentative est vite reprise par un contre impressionnant. 6 hommes prennent alors les commandes. Les Sud-Africains Hansberg et Thokozani Malangou, Steve Ngegim du Cameroun, Marie Zachary de la Team 7-Eleven, Jonathan Tiré et Kenny Nijsen. Un groupe solide bien mené par les Sud-Africains qui contrôlent la course jusqu'au deuxième sprint intermédiaire au kilomètre 83 remporté par Hansberg. L'écart avec le premier groupe intercalé grimpe jusqu'à 1 minute et 30 secondes. La victoire se jouera donc au sprint. Et à ce jeu, Reinhard Janse van Rensburg est impérial. Le Sud-Africain s'impose devant Zachary Mariège et Jonathan Tiré. Il boucle les 107 km en 2h29 minutes. Thokozani Malangou complète le top 4, juste devant Ngegim Steve, 5e. Le Bénin n'est pas en reste. Ricardo Sodiade, très appliqué, termine premier local et franchit la ligne d'arrivée à la place de l'Amazone sous les applaudissements du public. Clap de fin réussi pour cette édition 2025 du vélo qui aura offert un très beau spectacle à tous les passionnés de la petite reine. Eh oui, c'est bien le doublé.
Du sport à la culture à présent. La culture désormais un tremplin pour le développement socio-économique du Bénin. L'ambition se concrétise depuis 2016 où le gouvernement en a fait une option entre musées modernisés, projets culturels d'envergure, réhabilitation du patrimoine. Une véritable révolution s'opère pour faire du Bénin une véritable destination touristique incontournable. Ulvaeus Balogun dresse dans l'élément que vous allez suivre un état des lieux de la situation actuelle sur le plan culturel et touristique. Longtemps relégué au dernier rang, le secteur des arts, de la culture et du tourisme connaît une véritable transformation. Depuis 2016, le gouvernement s'est lancé dans une vaste réforme pour faire de la culture un moteur économique. Objectif, valoriser le patrimoine, attirer les touristes et créer de l'emploi dans les métiers du secteur culturel. Il y a beaucoup d'avancées qui sont observées aujourd'hui dans notre secteur à partir de plusieurs réformes du ministère. Je vais prendre l'exemple sur la création de l'ADAC qui a donné aussi naissance au Fonds des arts de la culture FDAC qui aujourd'hui peut permettre au secteur de respirer, permettre aux acteurs de pouvoir créer des œuvres artistiques qui pourront vraiment contribuer au développement économique de notre pays. Je peux aussi nommer la réforme concernant la détection de talents, principalement le projet des classes culturelles. Aujourd'hui, comme vous constatez avec moi, plusieurs de nos acteurs gagnent aujourd'hui leur vie à partir de leur savoir-faire. Près de 800 encadreurs culturels déployés sur tout le territoire national et qui donnent un goût à l'art à nos enfants qui fréquentent les écoles. C'est une manière de préparer l'avenir, de préparer les nouveaux talents qui vont prendre la relève. Il faut aussi reconnaître l'inscription au PAG de la société civile culturelle, le CENOA, qui sert aujourd'hui d'intermédiaire entre les acteurs et l'administration publique. En misant sur la culture et le tourisme, le Bénin redonne vie à son histoire tout en s'ouvrant au monde. Le Bénin aujourd'hui est un pays qui, sur le plan artistique et culturel, est de plus en plus plaisant. Il faut reconnaître que le gouvernement fait des efforts considérables pour la vulgarisation de l'art béninois. Réussir à avoir un pavillon à Venise, il faut le reconnaître, chapeau, parce que ce n'est pas facile à faire, nous en sommes fiers. Donc le travail qui est fait est considérable et nous, les festivals comme le nôtre, sont justement là pour accompagner cette volonté du gouvernement à faire du Bénin une vraie plateforme d'expression. Chercher à fluctuer l'économie béninoise à travers les arts et la culture, je pense que c'est le chef de l'État qui a pleinement raison de le faire. Il a métamorphosé le monde artistique et culturel pour qu'aujourd'hui, que ce soit l'art contemporain, que ce soit l'art traditionnel, que ce soit l'artisanat, tout ce que nous connaissons aujourd'hui dans le monde de l'artistique et de la culture au Bénin puisse être valorisé. Il a fait de son mieux et c'est lui qui a raison de positionner, nous sommes d'accord, ces artistes sur ces événements qui quand même donnent de la visibilité au Bénin. En quelques années, le Bénin a montré qu'investir dans la culture et le tourisme, c'est investir dans l'avenir. Plus qu'une transformation, c'est une renaissance culturelle qui s'écrit. Et nous marquons un arrêt au Conseil économique et social, une institution réformée par la loi numéro 2024-26 du 17 juillet 2024. C'est un organe consultatif dont la mission essentielle est de procéder à une lecture éclairée des projets de loi, d'ordonnances ou de décrets ainsi que les propositions de loi qui lui sont soumises. À ces prérogatives se sont rajoutées de nouvelles. Zoom sur quelques innovations contenues dans la nouvelle loi organique dans ce reportage réalisé par Ramatou Lawani et Ariane Da Silva. C'est l'une des institutions de la République consacrée par la Constitution. Le Conseil économique et social a un rôle d'assemblée consultative et peut être consulté par les pouvoirs publics pour donner son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret, mais aussi sur des propositions de loi. Le Conseil économique et social travaille, produit des rapports, donne des avis, fait des recommandations, mais il appartient au président de la République
d'en assurer la publication. Avec cet état de choses, le Béninois lambda ne pourra pas apprécier l'utilité du Conseil économique et social. C'est donc pour répondre efficacement aux enjeux contemporains que plus de 30 années après sa création, le CES effectue sa mue. Première étape, la réforme de la loi organique de l'institution. Dans la composition même, avec la loi de 92, c'était 30 conseillers. Mais avec la nouvelle loi de 2024, nous sommes passés de 30 à 117 conseillers. Nous avons 9 conseillers par département et au niveau national, nous avons également 9 conseillers. Des conseillers membres du Conseil national du CES qui ont été installés le 24 février 2025 par le chef de l'État. Désormais, leur mission sera de se positionner comme des relais entre les citoyens et les gouvernants. L'innovation forte, elle ne vient pas ex nihilo, elle vient d'un constat que le pays a besoin de se développer vite. Et donc, du coup, au lieu d'être ensemble pour faire des études de recommandation, on va aller plutôt vivre avec les populations, connaître leur réalité, leur parler, les écouter. Et donc, du coup, le CES devient une très grande oreille qui écoute l'essentiel de la population, où qu'elle soit, pour, à partir de cette écoute, parler au chef de l'État, pour faire le constat de ce qui se passe sur le terrain. Mais c'est de cette manière-là également, de par cette proximité, que nous pourrions expliquer à la population toutes les grandes décisions pour que la population puisse être connectée à sa gouvernance, à la gouvernance globale qui est portée par nos institutions. Et dans ces nouvelles missions, le Conseil national peut compter sur son réseau de CES départementaux. La territorialisation du Conseil économique et social, c'est une innovation majeure. Aujourd'hui, le Conseil économique et social existe dans tous les départements. Et l'objectif, c'est surtout le contact avec la communauté, la proximité avec les acteurs que nous servons, puisque toutes les institutions de l'État sont au service du peuple, sont au service de la population. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire en sorte que dans un département, un CES départemental puisse venir accompagner l'orchestration de ces différentes actions, de ces différents projets qui adressent les différentes couches de notre population et qui fait en sorte que nous continuons à servir de veille politique au chef de l'État et à son gouvernement pour que les politiques puissent être au besoin réajustées ou alors enrichies. Donc ça se fait à partir de la base. Autre innovation majeure, le Conseil économique et social réformé devient un cadre d'expression des différentes chambres. La chambre de l'agriculture qui va alimenter la chambre du commerce, la chambre de l'artisanat qui va aussi alimenter la chambre de commerce, la chambre de commerce elle-même qui est dans le Conseil économique et social, ainsi que le patronat qui va essayer de tirer encore plus en avant les différentes petites entreprises qui existeraient et également les artisans, pour que les résultats en matière de chômage soient plus mesurables sur le terrain, les résultats en matière de protection sociale soient plus mesurables sur le terrain. Longtemps resté dans l'ombre, c'est une nouvelle dynamique qui est ainsi en marche au Conseil économique et social, une institution désormais appelée à jouer un rôle important dans le processus de développement économique et social du Bénin. Dans les 14 mois, nous serons un CES VIP, visible, impactant et performant. La restauration de l'autorité traditionnelle est aussi l'un des engagements forts du président Patrice Talon. Dernière avancée en date, la reconnaissance officielle des têtes couronnées consacrée par la loi sur la chefferie traditionnelle. De quoi retourne concrètement cette mesure gouvernementale? Élément de réponse avec le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, avec Jérôme Hongbo et Mohamed Bio. Il faut reconnaître d'abord que c'est la première fois que la chefferie traditionnelle a un cadre juridique. Nous ne sommes pas dans un royaume au Bénin. Au Bénin, nous sommes en république. Et les royaumes que nous avions eus sur le territoire que nous appelons aujourd'hui le Bénin, ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de notre patrimoine. Et nous avons dit que nous voulons revaloriser le patrimoine. Donc c'est le premier argument. Le deuxième argument, c'est que ces gardiens des us et coutumes, donc nos chefs traditionnels, doivent avoir un rôle à jouer dans la République aujourd'hui et doivent contribuer par leur expérience, par leur connaissance de nos cultures, par leur connaissance de notre patrimoine immatériel, de notre patrimoine matériel, par la connaissance des peuples, la connaissance des traditions, des us et coutumes. Ils doivent pouvoir contribuer à la République.
Il doit pouvoir contribuer à amener les populations, les peuples, à créer, disons, ce que nous souhaitons au Bénin, c'est-à-dire un pays, une nation même, où nous partageons un certain nombre de valeurs. Et c'est pour ça que dans la loi, il est bien dit qu'on reconnaît les rois et les royaumes et les chefferies traditionnelles, les chefferies coutumières, même les chefferies communautaires, à condition de respecter évidemment les textes de la République. Et à Boycon, les membres de la direction politique du parti Foscori pour un Bénin émergent, FCBE, se sont retrouvés ce week-end pour leur deuxième session ordinaire de l'année. Présidée par Paul Rompé, la rencontre a été l'occasion de jeter les bases techniques de la participation du parti aux prochaines élections générales. Les discussions ont également porté sur le processus de désignation des candidats au poste de chef de village et de quartier de ville. Les précisions avec Pierrette Adam-Yossi. Membre du bureau politique, du bureau exécutif national, président d'honneur du parti, ils se sont tous retrouvés dans la 23e circonscription électorale pour défendre les intérêts de leur formation politique. Porté sur la concrétisation de l'ancrage du parti Foscori pour un Bénin émergent FCBE, les travaux de la deuxième session ordinaire au titre de cette année visent à évaluer le chemin parcouru et faire des projections. Ce qui pointe à l'horizon mérite une minutieuse préparation. Cette préparation part de la mobilisation des masses à la collecte et la constitution des dossiers de candidature aux différents scrutins. La présente session va se pencher sur la question. Nous allons prendre ici des résolutions nécessaires au rassemblement des dossiers. S'agissant de la connaissance et de la maîtrise des textes de loi, nous avons sollicité les services d'un expert juridique qui va nous entretenir surtout sur ce qui relève des contentieux en amont et en aval des élections, tout ce qui peut relever des fautes à éviter avant, pendant et après les élections pour ne pas tomber sous le coup de la loi. La FCBE prendra toutes ces dispositions pour éviter la violence. Une élection générale a ses exigences, c'est la paix, c'est la sérénité. Une fois le chrono connu, ce qui nous reste, c'est la planification. Et mettre en place une stratégie pour que, au niveau de nos différentes représentations, que ce soit au niveau des communes, au niveau des arrondissements et bientôt dans les villages, que la mobilisation soit faite et que nous expliquions aux populations que les élections constituent un droit de tous les citoyens. Au cœur des échanges, la révision des structures, la préparation des dossiers de candidature, l'actualité sécuritaire, le vote de loi sur la chefferie traditionnelle au Bénin et bien d'autres. Et les examens de fin d'année se tiennent en juin prochain. Pour aider les parents et les apprenants à mieux amorcer les préparatifs, le maire de la commune de Cotonou et son conseil ont initié la 5e édition des travaux dirigés organisés au profit des candidats de la ville. Tôt samedi dernier, Lucas Trokpo était dans certains établissements pour procéder au lancement. On regarde les détails avec Arnaud Adada. Jamais 203, le premier citoyen de Cotonou et sa suite, descendent dans ces établissements d'enseignement primaire et secondaire en vue de répondre à un engagement périodique, celui de permettre aux candidats de préparer les différents examens de fin d'année dans les meilleures conditions. On a commencé, ça fait quelques années, nous sommes à la 5e édition. Au fil des ans, nous constatons une certaine amélioration et nous en sommes fiers. Vous savez que le Bénin d'aujourd'hui n'accepte plus les à peu près. Et nous avons tous l'obligation de travailler dans ce sens. Cette idée sont très importants pour nos apprenants. Actuellement, nous avons 48 centres et au niveau de ces 48 centres se déroule cette idée. L'expérience a commencé depuis 2021. C'est donc depuis 5 ans que parents, enseignants et apprenants jouissent des fruits des travaux dirigés, organisés par le Conseil communal de Cotonou. Le maire motive ses enseignants chaque fois à la fin de ces séances de bachotage. Donc, chacun à sa part, les enseignants sont très motivés.
Nous autres qui sommes encadreurs, nous sommes très satisfaits. C'est cette bouffée d'énergie que le maire nous apporte chaque année parce que ça vient soulager nos budgets. Nos budgets déjà en souffrance. J'avoue que, parent d'élève que je suis, c'est une surprise terrible pour moi en tant que parent. Nos impressions sont très très bonnes. Moi, je n'ai jamais vu ça. En attendant la tenue à bonne date des différents examens, n'est-ce pas que toute initiative qui concourt à aider les candidats est à saluer? Et la Caisse nationale de sécurité sociale sensibilise travailleurs, employeurs et pouvoirs publics aux transformations organisationnelles et technologiques. C'est à l'occasion de la 29e édition de la Journée africaine de la prévention des risques professionnels au Bénin. Les discussions ont également tourné autour des stratégies de réduction des risques au travail. Samirat Jabimane pour les détails. La prévention des risques professionnels à l'épreuve de la transformation numérique et des mutations technologiques, opportunités, défis et stratégies d'adaptation. C'est le thème choisi cette année par l'Inter-africaine de prévention des risques professionnels pour célébrer la 29e journée africaine de la prévention des risques professionnels. Ce thème focalise la réflexion sur la participation des acteurs et partenaires sociaux aux efforts consentis par le gouvernement en matière de santé et de sécurité au travail et contribuera à renforcer les performances des comités d'hygiène et de sécurité. C'est une journée qui vise donc à assurer la sécurité des travailleurs et à protéger leur santé physique et mentale. Les acteurs de la prévention réunis à l'OCOSA réfléchissent sur les nouveaux risques qu'imposent les nouvelles technologies. Les changements profonds induits par ces avancées technologiques nécessitent une adaptation continue de nos politiques de prévention et de la réglementation applicable. Par ailleurs, les dernières statistiques enregistrées indiquent une tendance à la hausse des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ces accidents de travail et les maladies professionnelles freinent la productivité des entreprises et les exposent aux coûts liés aux arrêts de travail, aux soins médicaux et aux indemnisations. C'est pourquoi le gouvernement de son Excellence M. Patrice Talon œuvre pour une réduction significative des accidents du travail à travers une approche centrée sur la prévention avec le recours à la répression en cas de nécessité. La prévention des risques professionnels reste donc dans ce contexte un défi pour la Caisse nationale de sécurité sociale et ses partenaires. Rendons-nous à présent à Parakou pour la première édition du Festival des Chevaux. Une idée de l'association Bénin Massoubou. Tout a commencé par une caravane dans la ville avec des cavaliers venus de tous les horizons. Et il s'agit du Bénin, du Niger, du Togo et du Nigeria. Ils ont fait vivre les valeurs qu'incarne le cheval. La cérémonie de lancement a eu lieu en présence de la vice-présidente de la République, Olviga Messan et Aziza Lagbe pour les détails. Ce sont 3 jours de festival qui s'ouvrent par une caravane équestre dans la cité des Koubourou. Soutenue par la mairie de Parakou, l'initiative de l'association Bénin Massoubou vaut son pesant d'or selon son président. Dundebou, c'est d'abord un rêve porté par la passion, le respect de nos racines et l'amour pour le cheval. Cet animal majestueux qui depuis toujours incarne la bravoure, la noblesse et l'unité de nos peuples. Aujourd'hui, ce rêve prend vie, partie de la vision de l'association Bénin Massoubou, qui est d'améliorer la vie des cavaliers, de moderniser la cavalerie sur le plan culturel, sportif, touristique, économique. Parakou a tant à gagner en promouvant le cheval, d'où l'entière adhésion du conseil municipal au projet du festival d'Undwebou. Parakou, cité de Koubourou, terre de tradition et de modernité, renoue aujourd'hui avec une part essentielle de son identité. Le lien sacré entre l'homme et le cheval. Ce lien ancré dans notre histoire symbolise la force, la noblesse
et l'unité des peuples du Borgou. Je remercie l'association Béné Massobou pour cette initiative lumineuse qui redonne vie à notre patrimoine équestre, si riche, si noble, parfois oublié, mais jamais éteint. L'initiative suscite honneur et admiration chez les voisins. Dieu bénisse les initiateurs d'un tel événement, à commencer par le président Patrice Talon et tout son gouvernement, de même que la vice-présidente. Le cheval ne perdra jamais cette valeur qu'on lui connaît. Franchement, nous sommes très contents et nous souhaitons, s'il plaît à Dieu, nous serons toujours à la 2e édition. Des concours équestres, la course hippique et des communications en lien avec le cheval garnissent l'agenda de la première édition du festival d'Undwebu à Parakou. Un atelier de plaidoyer pour le renforcement de la chaîne d'approvisionnement des intrants en santé. Des jeunes logisticiens constitués en réseau se présentent comme les piliers indispensables dans cette fonction. Les travaux de validation du plan de pérennisation se sont déroulés ce mercredi à l'hôtel Azalaï à Cotonou. Plus de précisions avec Igor Ayosso et Karamat Agbatao. Ils sont devenus des acteurs clés du système sanitaire à l'échelle du pays. Eux, ce sont les jeunes logisticiens, un programme initié par la plateforme du secteur sanitaire privé. L'USAID, au travers de son projet Global Health, nous a permis d'initier depuis 2019 ce programme pour la gestion des intrants, mais aussi de créer une émulation pour une large couverture du territoire national en logisticien de santé. Ce programme a contribué considérablement le rapportage de l'information logistique, améliorer la gouvernance du système de santé en périphérie, essentiellement dans l'information sanitaire publique. L'appui des différents partenaires avec en tête l'USAID est aujourd'hui inaccessible. Il devient impérieux de trouver d'autres sources de financement pour la pérennisation de ce programme vital. Notre organisation a renforcé son partenariat avec la plateforme du secteur sanitaire privé PSSP Bénin. Le contexte actuel du financement international nous interpelle et nous invite à innover, à mutualiser nos efforts et à bâtir des solutions durables. La pérennisation du programme des logisticiens professionnels n'est pas seulement un impératif opérationnel. C'est un moyen sûr de réduire les inégalités en matière de santé. Le ministère de la Santé envisage à l'horizon 2030 de disposer d'un système de santé tout à la fois performant et résilient. Les réformes engagées ont conduit à la création d'un service de quantification qui s'occupe de façon spécifique de cette question-là. Mais c'est un service qui s'occupe d'une thématique précise, qu'il soit à la Direction nationale de la santé publique ou dans une autre structure. Plusieurs partenaires ont participé à ces travaux. Ils se sont engagés à travailler de concert avec les autres acteurs. Quel est le sort qui leur est réservé par la suite maintenant et qu'est-ce que cela coûtera également en termes de chiffres, en termes de budget? C'est là qu'il est essentiel que nous apprécions et que nous travaillons à un argumentaire de plaidoyer très solide. Une chaîne de distribution des intrants s'avère nécessaire pour la santé des populations, surtout celles des zones les plus reculées. Et voilà qui met un terme à ce journal que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve demain avec le même plaisir toujours. Fifame Salomé Atareji, merci d'avoir présenté le journal. Au plaisir. On vous souhaite une bonne journée. Merci à vous aussi. Merci. Allez, mesdames, messieurs, cette émission va se poursuivre, je le disais, à l'entame de ce numéro. Le Bénin, Cotonou, sera donc le carrefour
de la recherche et de l'innovation. La CEDEAO est bien impliquée dans cette grosse activité. On va recevoir notre premier invité, celui-là même qui est l'initiateur de ce forum, le Forum africain pour la recherche et l'innovation. Monsieur Kwaku, je vais vous demander de me rejoindre sur le plateau. Merci de vous installer. Monsieur Docteur Roland Kwaku, bonjour et bienvenue. Installez-vous. Merci, merci. Vous êtes l'initiateur du FARI, le Forum africain pour la recherche et l'innovation, mais vous êtes aussi le directeur par intérim éducation, sciences et culture de la commission de la CEDEAO. C'est ça. Bienvenue au Bénin. Merci. Comment allez-vous? Je me sens bien au Bénin. N'est-ce pas? C'est chez moi aussi. Allez. Alors, Dr Kwaku, dites-nous, pourquoi un forum consacré à la recherche et à l'innovation? Merci. Je pense qu'il faut repartir un peu en arrière pour dire que quand on regarde déjà les pays asiatiques, la science, l'innovation a été, je dirais, le moteur de leur développement. Dans le cas de la vision 2020 de la CEDEAO, il nous a été donc demandé d'élaborer une politique sur la science, la technologie et l'innovation, ce qui a été fait en 2012. Et d'ailleurs, je précise que le Bénin a pris une part importante avec la présence en son temps du ministre Abiola. Les décisions étaient prises. L'ancien ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. C'est ça. Et donc, des recommandations étaient faites, surtout à travers le plan d'action qui a été donc développé. Et l'une des recommandations dans ce plan d'action était de créer un forum, soit régional, soit des forums au niveau national avec les pays. Et donc, nous avons porté une fois de plus cette recommandation le 8 décembre 2018, ici même encore à Cotonou, lors de la troisième réunion des ministres en charge de la recherche scientifique ici. Et les ministres nous ont donné donc l'autorisation et l'accord de mettre en place un forum régional. Nous avons réfléchi donc sur le contenu, nous avons réfléchi sur la forme, et c'est ce qui a évidemment abouti à la création du Forum africain pour la recherche et l'innovation. D'accord. Alors, à partir de ce matin, donc, Cotonou sera donc ce carrefour de la science et de l'innovation. Mais quelle est, à votre avis, la place de la recherche et de l'innovation dans le développement du continent africain? Oh, ben justement, comme je l'ai dit à l'entame, la place d'abord de la science et de la technologie dans le concert du monde, à l'international. Les pays asiatiques ont compris. Aujourd'hui, l'Afrique, je dirais, est un peu en traîne. Il est important que les pays africains se mettent, donc je dirais, mettent en place des stratégies et des politiques de sorte à pouvoir, je dirais, de rattraper un peu le retard. Voilà. Oh, ouais. Excusez-moi de le dire. Mais il y a vraiment beaucoup de choses à faire. La science, elle est vraiment... Regardez aujourd'hui. Ce que nous sommes en train de faire, c'est que, comme je l'ai dit hier, aujourd'hui, les jeunes ont cette créativité, cette intelligence qu'il faut, je dirais, mettre en valeur. Les jeunes s'asseyent dans leur chambre avec leur portable, des smartphones, et avec l'Internet, peuvent créer des entreprises. Mais nous assistons aujourd'hui à, je dirais, à une migration de ces jeunes vers l'Europe à travers des sentiers. Parce que l'environnement local n'est pas favorable, c'est ça? Justement. Et donc, comment réfléchir, faire en sorte que ces jeunes aient confiance, je dirais, en leur pays, et que ces jeunes aient ces opportunités pour se développer. D'ailleurs, je dirais que les emplois classiques, aujourd'hui, ne portent plus de valeur. Ouais. Voilà, donc, ils sont en train de disparaître. Voilà. Et donc, il faut donner l'occasion à ces jeunes de s'exprimer. C'est d'ailleurs ce qui nous a amené depuis l'année dernière, le département en charge donc, du développement humain et affaires sociales. Il y a eu des assises de la jeunesse à travers les 12 pays de la CEDEAO. Ces assises ont permis aussi de comprendre, je vais dire, les défis
qui rencontre un peu les jeunes. Donc le FARI, à travers son thème jeunesse africaine, innovation, entrepreneuriat, pour le futur, c'est aussi pour nous, de façon concrète, de pouvoir s'asseoir avec ces jeunes sur le plan technologique, de voir ce qu'ils sont capables de faire et de les appuyer. Voilà. Alors, monsieur docteur Roland Kwaku, quels sont les acteurs qui sont attendus à Cotonou ce matin? Alors, le FARI a, je dirais, 4 à 5 composantes. Il y a une composante échange, discussion, panel. Et d'ailleurs, c'est l'ancien Premier ministre du Bénin qui va donc donner la conférence inaugurale pour orienter le débat. Il y a des thématiques de discussion et dans cette thématique... Quand vous parlez de l'ancien Premier ministre du Bénin, c'est ça, il vient de Lionel Zinsou. Zinsou, voilà. Qui a accepté de venir, il est arrivé hier, et donc il a accepté de venir donc porter haut et orienter le débat avec son expérience économiste, donc il pourra donc orienter le débat pour les jeunes. Voilà. Il y a un volet important, celui de l'exposition des jeunes à travers leur créativité, à travers, je dirais, leur invention. Alors, le FARI, dans cette composante, appuie les jeunes à travers un concours dont les jeunes de l'espace CEDEAO, qui sont venus de partout, et qui vont donc exposer, et qui vont venir aussi présenter leurs idées devant un jury international. Et les 3 meilleurs seront bien sûr primés. Voilà. Il y a aussi la composante, je dirais, politique, où nous aurons des ministres qui viendront répondre aux attentes des jeunes. Parce que la session des experts viendra avec des recommandations et les ministres pourront donc venir répondre à ce que les jeunes demandent. Ensuite, il y a le volet où les chefs d'État qui sont entendus, mais aujourd'hui, je pense que dans le FARI que nous avons, il y aura le président de la commission de la CEDEAO et bien sûr des autorités de Bénin qui viendront aussi, je dirais, donner leur point de vue sur la question. Tout à fait. Voilà. Docteur Roland Kwaku, je rappelle que vous êtes le directeur par intérim éducation, sciences et culture de la commission de la CEDEAO et initiateur du Forum africain pour la recherche et l'innovation. Alors, quelles sont les perspectives que vous attendez de la rencontre de Cotonou? Au-delà des échanges, évidemment, il y aura, je dirais, de grandes recommandations faites par le politique. Nous, en regardant bien sûr notre processus interne au niveau de la CEDEAO, il s'agira donc de porter cela au niveau donc de la conférence des chefs d'État. Et évidemment, à partir du forum de Cotonou, c'est aussi de lancer la perspective du forum 2027. On a une autre thématique que je ne voulais pas dévoiler, mais vous avez souligné le fait que la science, que représente la science pour les États africains? Mais la science aussi, il y a un volet éducation, il y a un volet enseignement. Donc nous allons réfléchir aussi après ce forum sur comment le futur de notre région sur l'éducation, de sorte à ce que nous puissions orienter l'éducation, notre formation. Revoir les curricula de formation. Bien sûr. L'environnement même de la formation, la qualité des enseignants. Aujourd'hui, vous savez, la question, donc, en utilisant tout ce qui est méthode avec les éthiques, tout cela, il faut vraiment revoir l'enseignement, les MOOC, qui ne sont pas trop développés dans notre région. Donc voilà, donc il y a une autre perspective qui est en train de s'ouvrir à partir de celle-ci que nous allons clore peut-être d'ici samedi. Voilà. D'accord. Docteur Roland Kwaku, merci d'être passé sur ce plateau. Si vous avez un appel à lancer aux acteurs de la recherche scientifique et de l'innovation. Évidemment, pour ce forum, par exemple, vous allez voir que différents acteurs vont passer, y compris des acteurs culturels, des acteurs du monde sportif. Pourquoi? Parce que nous avons estimé que l'innovation n'est pas forcément l'innovation technologique. Ça ne se passe pas que dans les laboratoires. Pas forcément dans les laboratoires. L'innovation, c'est aussi l'innovation des services, des procédés, des produits. Mais par exemple, quand vous prenez un artiste, je prends Angélique Kidjo, je prends Assalfo, que nous avons invité, qui est parti donc, je dirais,
je dirais, d'un milieu pauvre et qui est arrivé à ce sommet. Quelle a été donc l'adaptation, la résilience? Donc, ce sont des expériences que nous voulons partager aux jeunes, le leadership que les jeunes doivent avoir, quand bien même ces jeunes ont la créativité, comment travailler, comment avoir cette résilience pour arriver au sommet demain, pour être vraiment des grands entrepreneurs. Donc, toutes les expériences, toutes les forces sont invitées pour partager les expériences au cours donc, de ce forum. Donc, j'invite à cet effet donc, tous les acteurs ici au Bénin. Et d'ailleurs, ce forum se fera en ligne, parce qu'il y a un lien donc, de partout dans le monde. Les gens pourront donc poser des questions, pourront intervenir. Et je dirais que c'est un forum d'apprentissage, c'est un forum de donner, de recevoir. Donc j'invite tout le monde à participer. Voilà. Et c'est ouvert à tous. Merci. Et vous-même aussi. Ah ben, bien sûr, merci pour l'invitation. À la descente de ce plateau, je ferai un tour. Rappelez-nous le lieu où ça va se passer. Le lieu, l'ouverture se fera tout à l'heure au Sofitel, m'excusez. Ensuite, toutes les échanges se feront donc à l'espace Amazon. Et bien sûr, la clôture aussi se fera au Sofitel le 9. Et je voudrais donc dire merci au gouvernement du Bénin, et à la tête donc le président Talon, qui ont fait beaucoup d'efforts pour soutenir ce forum, en particulier Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et la recherche scientifique. Merci. Qui nous offre un gala, je crois, voilà. Et donc, ce sont des choses qu'il faut vraiment féliciter et puis remercier. D'accord. Allez, merci à vous. On vous souhaite de fructueux échanges lors de ce forum. Merci. Et revenez-nous à la clôture. On verra ensemble les conclusions. De toute façon, on sera avec vous. Merci. Merci beaucoup. Merci, docteur Roland Kwaku. Je rappelle que vous êtes l'initiateur du Forum africain pour la recherche et l'innovation qui s'ouvre tout à l'heure donc de l'autre côté de l'hôtel Sofitel de Cotonou, où des échanges auront lieu. Mesdames, Messieurs, vous avez suivi de long en large donc les explications du directeur par intérim de sciences, éducation et culture de la commission de la CEDEAO. Docteur Roland Kwaku, je vous souhaite une bonne suite de journée. Merci. Merci à vous. Mais je vous attends. Merci, je vous promets, je vais faire un tour. Okay, merci. Allez, on va continuer cette émission. Docteur Kwaku, vous allez céder votre siège donc à quelqu'un d'autre, un autre invité pour nous parler d'une activité et surtout d'un thème. Oui, vous savez, mesdames, messieurs, nous parlons souvent de l'environnement du travail, nous parlons de la santé mentale, nous parlons donc de cette capacité à gérer le stress. Comment est-ce que l'on peut arriver à s'en sortir? Comment est-ce que l'on peut arriver à garder la tête sur les épaules, quel que soit ce qui se passe, même en allant vers les autres, même en subissant des pressions. On va en parler avec mon invité qui va s'installer, M. Adibi. M. Adibi, merci de vous installer, voilà. Alors, Armand Adibi, vous êtes un Béninois de la diaspora. Bonjour d'abord. Bonjour. Bonjour, monsieur Sochoumen. Comment allez-vous? Ma foi, ça va très bien. Vous êtes devenu un habitué de ce plateau désormais? Oui, puisque j'y étais il y a quelques jours, puis en effet. On vous l'avait dit la dernière fois, ici c'est votre maison. C'est la maison des Béninois. C'est partagé. Alors merci. vous êtes un Béninois de la France, vous êtes président d'une association, l'association Nobam. Voilà, notre objectif Bénin-Afrique-Monde. Notre objectif Bénin-Afrique-Monde. C'est ça. Et la dernière fois que vous étiez ici, vous nous avez parlé donc de la participation de la diaspora à soutenir les actions sociales, tout à fait. les politiques, les filets sociaux du gouvernement. Et vous avez promis donc nous revenir, nous faire un peu le point de ce qui s'est passé à Diawéré, en attendant donc de parler du thème qui nous rassemble ce matin. Très bien, merci. Effectivement, il y a eu cet aspect préparatif de l'activité du samedi dernier à Diawéré. Et comme je l'avais souligné, l'objectif étant de faire une action en plusieurs et de venir en appui en fait à nos autorités locales, d'apporter une synergie en fait de développement local et de créer aussi un brassage entre différentes couches sociales ou professionnelles. Et donc nous avons pu aller au bout de cette démarche-là
en mettant à disposition beaucoup d'objets didactiques, beaucoup d'effets vestimentaires, beaucoup de matériels médicaux, bien entendu, pour des associations de femmes de la localité, pour des associations d'étudiants de la localité, pour des candidats aux différents examens de la localité. Les examens qui s'approchent d'ailleurs. Exactement, aux différents candidats aux examens de la localité, pour beaucoup d'enfants, bien entendu, défavorisés, démunis de la localité, via le centre de promotion sociale de la localité, et donc beaucoup d'objets aussi tels que des jouets pour la périculture des enfants, pour l'éveil. Voilà ce que nous avons fait. Et donc ça a créé un sérieux engouement, puisque la population a répondu présente. Et il faut dire aussi que les autorités locales, ils ont participé très activement également. C'est normal. Voilà, ils ont participé très activement en nous accompagnant, puisque nous leur venons en appui. Et donc ça a été, disons, une parfaite réussite qu'on soit arrivé à terme de cette activité. On est en mai. Est-ce qu'avant la fin de l'année, il y aura d'autres localités qui seront visitées par votre association pour toujours apporter un petit plus aux Béninois? Bien sûr que c'est prévu. Généralement, Nobam fait 2 ou 3, voire 4 activités par semestre. Donc, ce que nous avons fait récemment, c'est la 3e activité qui s'inscrit justement dans le programme semestriel de Nobam. Donc, à partir du mois de juin, nous avons d'autres programmations. Alors, Nobam va toucher aussi le secteur de l'entrepreneuriat social, entre guillemets. Je l'appelle comme ça parce que je ne suis pas un spécialiste. L'objectif est de mettre en cadre, et ça va se passer sur le département, enfin, la 6e circonscription, Calavi, Soava et Zé. Je rappelle que Nobam est membre créateur d'un collectif de développement des associations de ces 3 communes-là, qui a été déclaré très récemment et qui a fait sa sortie officielle en janvier dernier. Donc, créer un cadre entrepreneuriat social sur le territoire, l'objectif étant de créer l'environnement professionnel en mettant à disposition de certains jeunes qui ont déjà des prérequis en matière de connaissances et d'apprentissage, et que ça soit une activité pécuniaire, d'accord, et de manière rotative, ils pourront former aussi d'autres jeunes par la suite. Ils vont décupler donc cette formation sur d'autres Exactement, jeunes. exactement. Et en le faisant, c'est quand même la société qui en bénéficie, c'est le Bénin qui avance. Exactement. Et parlant justement d'avancée du Bénin, le Bénin ne peut pas avancer sans l'intervention, sans le travail de ses filles et de ses fils. Et d'où chacun se lève chaque matin, va à ses occupations, qui au marché, qui au bureau, qui dans son atelier, qui sur son chantier, ainsi de suite. Alors, quand on se retrouve dans un tel environnement, le stress n'est jamais loin, Monsieur Adibi. Exactement. Alors, ce matin, avec vous, c'est vrai, vous n'êtes pas un spécialiste, mais en effet, vous abordez quand même la question avec moi. Tout à fait. Nous allons parler de la gestion du stress. Quand on a la pression au boulot, quand on vit dans un environnement où la pression est au summum, comment est-ce que l'être humain pourrait arriver à garder la tête sur les épaules? C'est très essentiel, l'équilibre mental. Et ce qu'il faut savoir, c'est d'abord un travail unipersonnel, un travail interne et intérieur de chacun, d'abord. Voyez, puisque tout le reste n'est que appui, conseil, accompagnement. Donc l'homme doit avoir d'abord une certaine confiance en soi. Ça, c'est le b.a.-ba. Vous voyez un peu. Bien. Et après, quand on est dans un environnement, il y a toujours des rapports humains qu'il faut prendre en compte. Il y a aussi la pression du travail qu'il faut prendre en compte. Il y a aussi des incertitudes et des imprévus, sinon des aléas de la vie quotidienne. Des choses qui ne dépendent pas forcément de vous. Exactement, qui ne dépendent pas de vous, qu'il faut prendre en compte également. Il y a aussi l'environnement familial, puisque, on va dire, c'est notre lieu de retranchement quand on est chez soi, quand on est dans un cadre familial. C'est d'abord qu'à cet endroit-là, déjà, on doit se reposer, on doit se recueillir, on doit se ressaisir, et c'est là où on se ressource, entre guillemets. Mais ce n'est pas fini. Mais il y a aussi l'équilibre qu'on peut porter en allant vers d'autres activités extra-professionnelles, extra-familiales. Donc, le stress, c'est très, très, très important. Mais il est souvent négligé, puisqu'on n'en a pas trop la culture en général ici au Bénin. Sous les tropiques, on va dire. C'est pas spécifique aux Béninois, mais c'est vrai que, bon, il y en a qui se tuent au travail. Exactement. Même quand il y a le stress, le gars ne s'en rend même pas compte. Jusqu'au jour, malheureusement, il tombe raide. Alors, comment est-ce que l'on peut détecter le stress, la pression
dans son milieu de travail? Ben, écoutez, c'est d'abord pas le comportement. Donc, il faut être très observateur. Vous savez, il est important aussi d'avoir un certain nombre de spécialistes dans les environnements de travail. Ça, c'est très important. Quand on parle de psychologues, quand on parle de psychiatres, quand on parle d'agents sociaux, des différents services, ça, c'est très important. Donc, l'observation. Donc, vous savez, on forme un certain cosmos. Oui. Vous êtes ici à la SRTB, vous êtes avec des collègues, vous êtes avec des collaborateurs. On vous connaît dans vos habitudes quotidiennes, mais il suffit simplement d'un petit truc, que vous changez de comportement, que vous changez d'attitude, et on sent tout de suite... Que l'humeur change. Exactement. Donc, c'est d'abord l'observation. Donc, il y a d'abord une démarche d'approche, d'attention à apporter à l'autre et de fraternité, surtout parce que quand on observe l'autre un peu différent par rapport à son quotidien, effectivement, on peut estimer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut aller vers lui, il faut poser des questions. Il faut poser des questions. Après, il faut beaucoup communiquer aussi, voyez, parce que chacun a son caractère, ses habitudes. Il y en a qui sont plus ou moins introvertis, oui. Voyez, qui s'ouvrent difficilement. Qui s'ouvrent difficilement, oui. Mais c'est... Peu importe l'endroit, à la maison comme au boulot, surtout au boulot, il faudrait créer un cadre de convivialité de temps en temps. On ne va pas parler des gros apéritifs, mais il y a toujours des petites pauses, café, pendant lesquelles il faut discuter. Ce que nous appelons ici les divertissants. Je ne vois aucun secret. Allez, quelle est l'importance de ces moments de convivialité au boulot? Mais en fait, c'est l'équilibre psychologique. Vous voyez, quand vous êtes équilibré dans la tête, alors tout le reste, ça suit. Et vous êtes forcément positif, vous êtes plus productif également, et vous êtes, on va dire, vous impactez aussi l'environnement. Parce qu'on dit parfois que le positif attire le positif. Oui. Vous voyez? Oui. Donc, il suffit simplement d'un petit maillon faible dans l'eau et que ça peut générer... Exactement. Donc, c'est très important que notre quotidien soit un quotidien, on va dire, de synergie, un quotidien de solidarité aussi et un quotidien d'ouverture. Vous voyez? Et c'est surtout le milieu de travail, puisque c'est là où on a la pression, c'est là où on a le plan de charge. C'est là où on passe beaucoup plus de temps également. Exactement. On a le plan de charge et puis quand on se fait son plan de charge et qu'on voit qu'on n'arrive pas à terme de ses objectifs, en ce moment, on commence à stresser, on commence à aller... Donc, ça ne sert à rien d'enchaîner dans quelque chose sur laquelle on n'aboutit pas. Il faut prendre du recul. Faire un break. Faire un break, comme le dit. Et en ce moment, ça permet de se ressourcer, de se revitaliser, entre guillemets, et de se mettre dans la droite ligne pour continuer le travail. Voilà, c'est très important. Vous savez, le Bénin a fait quand même des efforts aujourd'hui. D'ailleurs, ce qui se passe généralement, on est en Afrique. On aime avoir une approche un peu mystique. Et de la chose. Alors, on se dit, s'il se comporte comme ça, ou bien si je me sens comme ceci, c'est sûr que quelqu'un me veut du mal, sinon d'habitude, ce n'est pas comme ça. Voilà. Ou bien on dit, bon, je ne suis pas à l'aise en famille, c'est sûr que quelqu'un est en train de me lancer un sort. Est-ce que tout ça a d'importance? Est-ce que c'est vrai, en fait? Alors, il y a des réalités qui existent du fait de nos cultures, d'accord, oui, de nos propres réalités endogènes. Voilà. Mais la démarche, elle est d'abord scientifique, vous voyez? Donc, il faut avoir d'abord une première approche scientifique avant d'aller sur cette piste-là. Donc, ça ne sert à rien tout de suite de se braquer sur l'aspect mystique. Il faut démystifier la chose. Ça, c'est très important. Et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, puisque c'est une thématique que nous avons posée sur notre poste de l'association. Et l'objectif de l'association, pour en revenir, ça parle du bien-être aussi. Et quand il y a le bien-être, il y a le développement. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que nous faisons ce travail-là. Et tous les collaborateurs, tous les partenaires, toutes les personnes qui s'impliquent dans notre démarche, ils doivent avoir un bon état d'esprit, ils doivent avoir un bon équilibre mental. Et c'est pour ça que nous avons abordé cette thématique-là. Monsieur Aristide Amand Adibi, est-ce qu'il n'y a pas un piège à vouloir, au nom de l'équilibre, au nom de l'évitement du stress, est-ce qu'il n'y a pas un piège qui nous guette à ce que le loisir, les détentes en milieu de travail prennent le pas sur l'objectif du travail lui-même? Alors, on a parlé d'équilibre. Il faut savoir faire la part des choses, bien entendu. Il ne faut pas non plus prioriser en fait cet aspect on va dire, de détente sur le lieu de travail, parce que ça peut impacter aussi la productivité. Ça, c'est clair. Le problème, c'est quoi? Il faut être d'abord soi-même, être objectif.
vous avez un objectif, vous atteignez d'abord l'objectif. Et c'est en cours, on va dire, de ces étapes d'atteinte d'objectifs que vous avez besoin réellement de l'équilibre. Et non l'inverse. Vous voyez un peu. Donc c'est plutôt sur cette forme qu'il faut voir la chose. Qu'il faut voir la chose. Exactement. La santé mentale, une nécessité pour l'équilibre de l'être humain, une nécessité pour l'équilibre humain. Et oui, il faut donc faire la part des choses. C'est vrai, il faut travailler, il faut bosser dur. Exactement. Mais ce n'est pas que le travail. Ce n'est pas que le travail. Il faut associer les deux. La détente. Dans cette approche, oui. M. Adibi, quel est le rôle de la famille? Oui, c'est très prépondérant, le rôle de la famille en matière d'équilibre, puisque la famille reste d'abord le socle, d'accord, de la grande société ou de la nation. Vous voyez, puisque c'est vraiment la petite cellule familiale, l'ensemble des petites cellules qui forment aujourd'hui la population, qui forment la grande société. Donc, c'est là où ça relève de l'éducation d'abord, vous voyez, donc, et ça relève aussi de nos habitudes quotidiennes dans nos familles. Et ça relève aussi du partenariat qu'on tisse dans la famille, enfin, selon les niveaux maritaux et les niveaux de vie sociale, de couple, et tout ça, on prend en compte. Ça relève aussi de la présence des membres de la famille. Quand vous vivez en solo, ce n'est pas pareil. Vous voyez, quand vous êtes avec votre épouse et que vous êtes une grande famille, ce n'est pas pareil aussi. Alors, donc, il faut créer des moments de recueillement, des moments de symbiose, des moments de fraternité, des moments d'échange, des moments de brassage. Ne pas être toujours dans un truc très carré, très habituel. Il faut... Maintenant, ça dépend des humeurs, bien entendu. Bien sûr. Vous voyez, ça dépend des humeurs, ça dépend aussi des moyens, parfois. Ah oui, tout à fait. Vous savez que l'aspect économique peut être aussi... source de stress. Source de stress. Vous voyez, le manque d'emploi, le manque d'activité, le manque de moyens. Parce que le vivre au quotidien, il faut s'en épargner. Hein? Il faut prévoir le quotidien. Vous voyez, parce que quand on vit au quotidien, c'est une fois le jour J qu'on se pose des questions. Et quand on est dans ça, on se crée déjà le stress. Donc le socle familial est le socle, mais on va dire régalien en fait, pour avoir l'équilibre, entre guillemets. Eh bien, la santé mentale, une nécessité, il faut donc faire l'hygiène mentale. Tout à fait. S'aérer l'esprit. Et c'est au quotidien. Il faut trouver les moyens d'y arriver. Forcément, il faut trouver les moyens. Quels sont ces moyens principaux sur lesquels on peut agir pour finir notre entretien? Alors, c'est d'abord votre équilibre de vie. Le repos. Ah oui? Ah ben oui. Le repos a-t-il une place? Que vient chercher le repos dans la gestion du stress? Oui, mais écoutez, vous savez, l'homme est une machine, entre guillemets. Oui. D'accord? Et bien alors, si vous traquez trop les organes, ben, vous n'avez pas l'équilibre. D'accord? Il faut avoir une certaine sérénité quand on aborde son quotidien. Ça, c'est très important aussi. Donc, il y a le repos, il y a les échanges, la communication dans tous les niveaux, en fait. On a parlé de famille, on a parlé de boulot, vous voyez. Après, il y a la projection que l'on se fait de son quotidien. Il ne faut pas être dans l'improvisation, vous voyez. Donc, ces trois paramètres, déjà, sont les bases principaux, d'accord, pour pouvoir avancer et créer, en fait, on va dire, un déclic d'un bon équilibre de sa journée et puis de son quotidien. Et de son année, pourquoi pas. Ah oui, bien sûr. Et c'est quand on a l'équilibre, c'est quand on est à l'aise que l'on peut impacter les autres et aller au service de la société. Comme vous le faites au niveau de nos Et ça se voit, hein, comme on le fait au sein de nos banques. Vous voyez, quand on vient sur ce plateau, vous êtes toujours souriants, vous avez toujours de l'engouement. Merci. Vous voyez, tout ça, ça crée en fait une certaine synergie, ça crée du positif dans son environnement. Et c'est pour ça qu'on prend toujours du plaisir à vous voir parler, on prend du plaisir à échanger avec vous. Merci. Et ça, je peux déjà dire que j'en ai pris une partie pour mon équilibre mental de la journée. Merci, et monsieur. Et ça, c'est aussi le rôle de l'association Nobam. Merci beaucoup, monsieur Aristide Ama Adibi. Je rappelle que vous êtes béninois de la diaspora de France. Exactement. Et que vous êtes le président de l'association Nobam. Notre objectif... Bénin Afrique Monde. Bénin Afrique Monde. Très bien. Eh bien, on vous souhaite beaucoup de courage. Merci aussi d'avoir partagé vos connaissances en matière de gestion de stress avec nous. Puisque quand on est à la tête d'une équipe aussi, hein, il faut... Tout à fait. Le leadership, c'est clair. Voilà, il doit avoir ses prérequis. Ah ouais. En effet, oui. Merci, monsieur Aristide Ama Adibi. On aura certainement le plaisir de vous retrouver une autre fois sur ce plateau. Bien sûr, puisqu'on reviendra pour d'autres activités. Ici, c'est la maison de tous les Béninois. Et on est là pour accompagner la dynamique, pour vous appuyer aussi, pour échanger
et parler des thématiques annexes qui permettent en fait l'équilibre. Je rappelle aux téléspectateurs que vous avez promis faire quelque chose non, mais bien entendu. Pour l'audiovisuel. Peut-être mobiliser du matériel, pourquoi pas un gros véhicule pour l'équipe de la SRTV. On sait que vous êtes en pleine réforme, d'accord. Et on a besoin de l'accompagnement de tous les Béninois. Bien sûr, j'apprécie beaucoup votre professionnalisme. Merci. Et on voit beaucoup de changements au sein de la SRTV. Merci. C'est à l'honneur de toutes les équipes de la maison et de toute la tête pensante, sinon toutes les têtes pensantes de la maison. Allez, bonne journée à vous. Merci, et puis à très bientôt. À très bientôt. Mesdames, Messieurs, on va poursuivre cette émission. Monsieur Adibi donc, va prendre congé de nous et céder sa place à quelqu'un d'autre. Nous parlerons, Mesdames, Messieurs, de la liberté de la presse. Et oui, vous savez que chaque année, chaque 3 mai, nous avons la Journée internationale de la liberté de la presse. De par le monde, on la célèbre. Au Bénin, nous allons en parler également, puisque c'est notre métier. On a choisi donc notre métier. On va parler de cette grosse actualité également qu'est le classement de Reporters sans frontières. Quelle est la place du Bénin? Ça va être avec mes 2 invités déjà dans ce sujet. Je vais leur demander de venir prendre place. Voilà. Cyprien Lokossou, un collègue, un confrère, un collègue. Venez, installez-vous. Voilà, merci. Merci de vous installer. De l'autre côté, mon cher ami Lokossou également. Comment est-ce? Bonjour les amis. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. J'ai Sergino Lokossou. Vous êtes journaliste. Exactement. Merci d'avoir répondu à l'appel. C'est moi. Cyprien Lokossou. Eh oui, ça fait Timothée Mouton. Il fait bien de me rappeler qu'on a le tapis qui installe le débat. Alors, j'ai affaire donc ce matin à 2 Lokossou. C'est coïncidence pour coïncidence. Hein? Je me surprends de savoir que tu as 2 Lokossou sur ton plateau ce matin. Cyprien Lokossou de Lokossa. Pour Radio Bénin. Voilà, ça c'est le petit slogan entre nous. Ça. Et puis il y a Sergino Lokossou. De Atiémé. Vous n'êtes pas de Lokossa. Je suis de Atiémé. D'Atiémé. Donc c'est la même chose. Donc on va à Atiémé avant d'aller à Lokossa. Forcément. Puis après on atterrit à Dogbo naturellement. Ah oui, naturellement. Le cercle Modokoufou est bien tracé. Le cercle de Modokoufou est bien tracé. Allez, mesdames, messieurs, voilà, nos confrères sont donc en plateau. On va parler donc de la liberté de la presse. Cyprien Lokossou, je commence avec vous. Les 3 mai, on en célèbre chaque année. Est-ce que vous pensez que le métier de journalisme demeure et reste un métier noble sans grand danger au XXIe siècle? Avant tout, je dis tout de suite que c'est un métier noble. Déjà par le fait, le pouvoir que le journaliste détient. On nous appelle 4e pouvoir. Oui, 4e pouvoir parce que, pour ce que je partageais il y a un instant, les cercles où tout le monde n'est pas autorisé, le journaliste est appelé à y être. Quand on refuse à monsieur tout le monde de venir quelque part, le journaliste, on peut lui dire, monsieur, vous pouvez y aller. Donc nous avons cette chance-là de nous retrouver des instances ou à des espaces où tout le monde n'est pas autorisé à y être. On a aussi la possibilité de dire ce que monsieur tout le monde ne peut pas dire, par nos canaux, la presse écrite, par la radio, également par les images. Donc c'est une force, c'est toute une noblesse quand on vous accorde ce droit-là. Je pense que là-dessus, seulement apprendre ces 2 aspects, c'est un honneur. Ça honore celui qui l'exerce. Et sur ce plan, il n'est pas exclu de savoir que le journaliste peut dire même des choses que tout le monde ne peut pas dire. Il peut être le porte-voix, sinon le porte-parole d'une communauté, des gens qui se sentent mal à l'aise dans leur peau, des gens qui ne se sentent pas bien. Le journaliste peut donner de la voix et s'adresser à des gens par les canaux que je viens de citer. Et en le faisant, il n'est pas n'importe qui, il n'est plus n'importe qui. Donc c'est quelqu'un qui est considéré. Il joue un rôle important dans la société. Important dans la société. Et là-dessus, il n'est pas donné à tout le monde de le faire. Donc je trouve tout simplement que c'est un métier noble, c'est un métier qui a besoin de respect, c'est un métier qui se fait respecter également partout dans le monde. En tout cas, à côté de tout ce qu'on vit, on aura peut-être le temps de vérifier ces détails. Bien sûr qu'on va en parler. Sergino Lokossou, est-ce que comme Cyprien Lokossou, vous pensez que le métier de journaliste reste noble malgré l'environnement de plus en plus compliqué?
Je vous remercie pour cet honneur que vous me faites en m'invitant sur votre plateau. Depuis que 5-7 matin, à se déplace à Bonjour le Bénin, c'est ma première fois sur ce plateau. Bienvenue à la maison. Merci. Enfin, je voudrais, à l'entame de mes propos, faire mien ce vers de Taha Diaout, journaliste algérien, assassiné le 26 mai 1993, soit 23 jours après la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse, qui dit ceci, je cite, « Le silence, c'est la mort. Et toi, si tu parles, tu meurs. Et si tu te tais, tu meurs. Alors parle et meurs. » Fin de citation. Permettez-moi d'emprunter ces paroles prémonitoires du défunt confrère algérien qui a conclu ainsi le dernier article qu'il a publié avant sa fin tragique. Et vous comprendrez pourquoi ces mots me viennent à l'esprit au moment où la communauté internationale fête la liberté internationale de la presse, la célébration de la liberté internationale de la presse, le Bénin aussi. Et toute proportion gardée, et avec le recul qu'il faut, tout le plateau reconnaîtra avec moi que la liberté de presse, il y a une certaine liberté de presse au Bénin, mais ça constitue un idéal pour notre démocratie, pour notre République. Aussi indispensable et vital que soit l'information dans la construction d'une nation forte et crédible, les acteurs de presse sont des vecteurs de changement du fait de l'incidence de leur métier sur l'opinion publique. Une information fiable et crédible dépend en grande partie de l'engagement, du professionnalisme et pourquoi pas on va dire comme ça, de savoir-faire des journalistes que nous sommes. C'est à nous, Alain Sochoumen, qu'incombe cette mission première, cette tâche on va dire comme ça, de poser les vrais problèmes et d'inciter en chaque citoyen la flamme d'une ambition patriotique et pourquoi pas de mettre dans les esprits les comportements qui induisent le développement à travers, s'il y a lieu, un changement de comportement. À ce titre-là, comme l'a dit tout à l'heure mon confrère et frère, il faut l'avouer, les acteurs de médias ont besoin d'être reconnus et respectés dans la République. Ils doivent jouir de leur autonomie et faire preuve de responsabilité aussi, c'est de ça qu'il s'agit, et exercer en toute probité leur art sans pour autant égratigner X ou Y. La liberté de presse ne doit pas être un instrument de diffamation, de chantage ou de désinformation dans le simple but de satisfaire les intérêts d'un quelconque politique du plus offrant. Il faut dire aujourd'hui que la presse béninoise, quoi qu'on dise, laisse une bien pire figure au sein de la population béninoise et la RAC est interpellée à chaque fois, pas pour restreindre les libertés, mais pour assainir le secteur. Et donc je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a quand même des choses qu'on peut reprocher à notre métier. C'est vrai que beaucoup de nos aînés disent que le journaliste est un prisonnier ambulant. Moi je dis non, le journaliste n'est pas un prisonnier ambulant. Le journaliste est quand même a un rôle à jouer dans la société. Il a rappelé, c'est le porte-voix de toute une communauté. Et donc, je pense que c'est important aujourd'hui de poser les vrais problèmes, de savoir que dans notre République, ça ne marche pas comme on l'aurait souhaité, que ça soit on va y revenir certainement, au niveau des acteurs et également des médias aussi. Tout au long du débat. Vous avez évoqué la HAC, vous avez évoqué donc l'institution qui régule la presse au Bénin. Quel est son rôle en réalité? Amandine Aniabossou a tendu son micro à l'un des acteurs importants de cette institution, la mandature en cours d'ailleurs. On va l'écouter ensemble et puis on revient sur ce plateau. Tous les textes, depuis la Constitution jusqu'à toutes les lois qui régissent les médias, consacrent la liberté de la presse et la liberté d'expression. Je crois que tout le monde, tous les médias jouissent de cette liberté. Mais il se fait que les textes que je viens d'évoquer ont également prévu un certain nombre de limites à cette liberté d'expression. On en a besoin pour le vivre ensemble dans la société. Donc la loi a édicté les points sur lesquels on doit pouvoir faire usage prudemment de la liberté de la presse. Il m'a semblé que les professionnels des médias ne font pas suffisamment attention à ces limites-là. Et c'est là où parfois, quand quelqu'un se met un peu en déphasage avec les textes, et que l'institution de régulation des médias, étant aussi régie par des textes, doit pouvoir les appliquer. Bon, il se fait qu'à des moments donnés, il y a quelques frictions, mais on finit toujours par s'entendre. La HAC est l'institution chargée par la Constitution de protéger la liberté d'expression et la liberté d'opinion dans notre pays. Voilà le rôle essentiel de la HAC en matière de liberté de presse. Mais il se fait par ailleurs que les mêmes textes confient à la HAC le droit de protéger le
pluralisme médiatique, d'opinion et le reste, sous réserve de respecter les droits d'autrui. Chacun peut faire usage de la liberté d'expression et de la liberté d'opinion. Et c'est à la qu'il appartient de jouer ce rôle. Et jusqu'à présent, cette mandature veille à respecter scrupuleusement la liberté d'expression, mais à respecter aussi les autres limites prévues par les textes, à savoir, sinon les devoirs prévus par les textes, à savoir jouir de la liberté d'expression et pouvoir répondre en cas de dérapage. Là, j'avoue que sur ce point, jusqu'à présent, la HAC est restée, je dirais, un peu inflexible par rapport au fait de jouir de la liberté, mais de pouvoir en jouir de façon responsable. François Aoudo, secrétaire général de la HAC, je vous ai vu suivre avec attention ces propos, Cyprien Lokossou. Absolument, c'est vrai que à entendre M. Aoudo, qui a été d'abord un professionnel avant de se retrouver dans sa position, la règle, on la connaît presque, tous ceux qui viennent au métier, il est vrai, on vous donne la chance, on vous donne la liberté de dire ce que vous voulez dire, mais tout n'est pas permis. On peut tout dire, mais tout n'est pas permis. Mais là-dessus, c'est là où il y a parfois beaucoup de subtilité. Quand vous estimez que c'est une vérité qu'on peut faire savoir, l'autorité peut dire non, vous n'en avez pas encore pleinement le droit, ou bien la façon dont vous l'avez dit, ce n'est pas de cette façon qu'il faut le dire. C'est là où l'exercice est difficile. La loi, on peut la lire, on peut la comprendre de telle façon, mais dans l'application, soit celui qui est dans la posture de rendre l'information ou de vendre l'information, si je peux le dire aussi, comme ça, on n'a pas la même lecture toutes les fois. On n'a pas la même lecture. Quand même, le code est là et qui peut rappeler les principes, qui peut rappeler la façon de faire. Il n'est pas souvent aisé d'aller sur ce terrain et de pouvoir tirer son épingle du jeu toutes les fois. Est-ce que vous avez, dans ces conditions-là, Sergino Lokossou, l'impression que le journaliste se retrouve pris dans un étau carrément? Je ne dirais pas que le journaliste est pris dans un étau. Nous exerçons un métier assez difficile. Et Voltaire dira que c'est le métier le plus difficile du monde parce que nous écrivons l'histoire au quotidien. Et en le faisant, on peut faire des erreurs. C'est comme si vous prenez votre véhicule, un accident, on ne le souhaite pas, peut survenir à tout moment. Et donc, je pense que les dérapages qu'il a notés, le secrétaire général de la HAC, M. Aoudo, ne devraient pas constituer le fondement même de notre métier. C'est vrai qu'on on note des dérapages. Mais moi, je dis, pour cette HAC, constitué de rien que des professionnels, à partir du président jusqu'à ses démembrements, même les chargés de mission du président sont des professionnels des médias. Et donc je pense que... Et même ceux qu'on appelle aujourd'hui les directeurs des antennes... Exactement, sont également des professionnels des médias. Je pense que c'est la première fois que nous avons quand même une HAC constituée de rien que des professionnels. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut quand même que la sanction où les décisions de la HAC par rapport au dérapage ne concernent pas seulement certains médias. Il faut que la HAC soit juste dans tout ce qu'il fait, parce que nous tous nous voyons, et on a nos lectures par rapport à certaines décisions de la HAC, ou dans des situations données, sur des dossiers donnés. C'est vrai que nous... On attend la HAC, on n'en va pas. Sur des situations données, sur des dérapages donnés, c'est vrai que nous, confrères, on a eu parfois trop de liberté par rapport au traitement, par rapport même au respect des règles éthiques et déontologiques de notre métier. Ça, il faut l'avouer. Ayons le courage de nous le dire. Et ça fait qu'aujourd'hui, la perception de la population par rapport à la presse a chuté. Ça, là, il faut le dire. Le secrétaire général de la HAC disait, oui, liberté, il faut savoir donc jouir de cette liberté, il faudra répondre également. Et vous estimez que dans cette posture, la HAC parfois semble faire du deux poids, deux mesures? Non, je ne dis pas du deux poids, deux mesures, mais on a l'impression qu'il y a, pour le moment, sur des décisions, on a l'impression, on a envie de le dire, qu'on n'en est pas loin, qu'il y a une HAC des uns, des autres, etc. Mais je pense que ce sont des professionnels. Le président de la HAC, c'est plus de 20 ans dans la corporation. Il connaît quiconque les difficultés que vivent les journalistes, les difficultés que vivent les promoteurs de médias. Lui-même, il est promoteur, il a été promoteur, il a été même journaliste dans un organe de presse également. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il y a lieu de faire, c'est qu'il y a des dérapages. Mais il faut que la HAC
que la lorgnette de la HAC soit assez large sur tout le territoire national pour quand même essayer d'arrêter ceux-là qui ne veulent pas respecter les règles du métier. Nous sommes des journalistes, nous sommes dans une corporation qui a ses règles et qui a quand même qu'il faut respecter. Et donc je pense qu'au-delà des règles, il y a des certitudes également professionnelles. Et quand vous faites preuve de vos certitudes professionnelles, quand vous respectez les lois qui encadrent votre métier, je pense qu'on ne peut pas vous arrêter. Et donc on va inviter les confrères, c'est vrai, liberté de la presse, il faut une liberté de la presse avec... liberté doit pouvoir rimer avec responsabilité. Exactement, avec responsabilité. Cyprien Lokossou, quand on ouvre un peu notre focale sur le monde entier, avec tout ce que vivent les journalistes dans l'exercice de leurs fonctions, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de risques à exercer le métier qui est le nôtre? Oui, c'est clair. Il y a plus de risques aujourd'hui parce que quand on voit un peu, comment dirais-je, le paysage médiatique et politique, parce que n'oubliez pas que l'état de la presse dépend également de l'environnement politique, social, économique et tout le reste. Donc ça fait que le journaliste n'exerce pas hors ce système-là. Donc il est dans le système, il vit le système. Donc quand la situation politique n'est pas stable, ne vous attendez pas à ce que la presse également se porte très bien. Quand la situation économique du pays n'est pas stable, la presse également en souffre. La presse également vit cette même situation au plan national. Donc, aujourd'hui, avec tout ce qu'on n'entend pas le monde, les pays qui sont en guerre, les pays qui sont frappés par une crise économique de quelque nature, ça également a son effet dans l'exercice du métier de la presse. On a vu des organes de presse qui aujourd'hui sont fermés pour questions économiques. Je ne veux pas citer Voice of America, qui aujourd'hui ne peut pas continuer d'exercer parce que ces travailleurs sont à la maison, ou bien on sait la raison qu'on a évoquée parlant de questions économiques. Donc ça fait partie des situations qui rendent difficile le métier sous certains cieux. En tout cas, pour ce que nous observons un peu partout dans le monde. Il y a des journalistes qui sont tués parce qu'on estime que ce qu'ils disent, ça dérange. Et donc, il y a des rédactions, on attaque ces rédactions-là et on les tue. Visiblement comme ça, on les tue. Ça fait que le métier est difficile à exercer dans cette condition. Des gens qui avaient ou bien pouvaient bénéficier des subventions pour exercer le métier, l'accompagnement financier, on est obligé de leur dire, écoutez, on ne pourra plus vous en donner. Donc, ce qui fait que le métier doit fonctionner à partir de l'argent, à partir d'une question économique. Et là-dessus, ça fait que la presse est pratiquement sur le carreau ou sinon à plat. Mais Cyprien Lokossou, justement, dans cette veine, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir le fonctionnement des entreprises de presse et en faire de véritables entreprises, carrément, enfin, trouver une autre nature à ces entreprises-là pour que le journalisme ne dépende pas que de mécènes ou de politiques? C'est là où il faut en venir, justement, M. Alain. C'est là où il faut en venir, parce qu'aujourd'hui, tel que c'est bâti, quand je me sens bien ou quand j'ai la possibilité de créer un média ou de créer une radio, en tout cas sortir un quotidien et tout le reste, je peux le faire de moi-même. Mais l'idéal, comme vous le disiez, c'est d'avoir de grandes entreprises de presse, de grands rassemblements où on dit, ça c'est un média complet. Quand on dit complet, à la fois on peut avoir le son, la radio, on peut avoir l'image, on peut avoir également la presse écrite. On peut avoir les médias sociaux. Les médias sociaux, en tout cas, de grands groupes. Et qui fait que l'information, elle est mieux traitée, elle est bien traitée, elle est bien servie également. Mais quand on n'a pas ça, et qu'on peut évoluer comme de petits noyaux. J'ai la possibilité de créer, je crée, et parfois des promoteurs qui se déplacent avec la radio dans leur tête ou la radio dans leur valise. Ou le journal dans leur sac. Dans leur sac. On va réaliser une petite maquette, on met la une et puis ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Donc le métier, c'est juste au niveau de l'apparence et ça continue comme ça. Comme ça, je pense que ça tue le métier. Ça tue le métier du journalisme et ça ne peut pas continuer comme ça. Et donc, c'est bien de travailler à avoir de grands groupes de médias, de grands groupes de presse et ça peut vraiment révolutionner la profession et donner, pourquoi pas, l'image qu'elle doit avoir partout dans le monde. Parlant d'image, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Sergino Lokossou, la perception qu'ont aujourd'hui les populations du journaliste béninois. Parlons de nous.
Comment est-ce qu'on en est arrivé là et comment est-ce qu'il faut corriger cette image qui fait que les gens se disent mais les journalistes au Bénin ne sont pas libres de dire ce qu'ils veulent, ils doivent dire, ils voient la réalité, puisque nous vivons avec la population. Comment est-ce qu'il faut réussir à l'aune de cette journée internationale de la presse, prendre des engagements à corriger une telle image? Je pense que ça va nécessiter un examen profond de conscience, sans nécessairement s'auto-flageller. La presse béninoise doit faire cet examen de conscience en se questionnant sur son mode de fonctionnement, sur son mode de traitement, sur le rôle qui est la sienne dans le développement de cette nation-là. Je pense que et si on en est arrivé là, il a rappelé, c'est à cause de notre acquaintance avec le politique où on sait qu'il faut quand même avoir des relations avec l'acteur politique ou des acteurs politiques, qu'ils soient... Le bon journaliste, c'est celui qui a eu un bon non, carnet d'adresse. Écoutez, je ne refuse pas, mais la presse, l'organe de presse est une entreprise et qui a besoin de faire des profits. Et donc, il faut créer l'organe de presse dans ce système-là, dans la veine de... On crée une entreprise, il y a une comptabilité et on respecte toutes les règles de création d'une entreprise. C'est pas, comme il a rappelé, pas que le web média est sur son ordinateur dans le sac. Je pense que la RAC actuellement, la mandature en cours travaille exactement. Mais les annonces où quand vous devez vous régulariser, c'est toute une équipe qu'il faut mettre en place. Exactement. Mais je dis, il faut le faire pour quand même que la RAC non seulement régule, mais soutient également les acteurs crédibles. Parce que les acteurs crédibles, c'est d'avoir un organe de presse, un siège où la RAC peut aller visiter pour voir le nombre de personnel, pour voir est-ce que toutes les équipes qui doivent normalement fonctionner, faire un média, sont en place. Donc je pense que c'est important. Il faut cet examen profond de conscience au niveau des acteurs que nous sommes, des promoteurs. Et l'autre chose qu'il faut dire, et je dois le dire, la presse, ça fonctionne parce qu'il y a des acteurs. La presse ne peut pas fonctionner d'elle-même, il y a des acteurs. Quelles sont les conditions dans lesquelles ces acteurs exercent leur métier? Est-ce qu'ils sont dans les conditions optimales pour pouvoir exercer le métier comme cela se doit? Quand tu es journaliste, quand tu n'es pas bien payé, c'est vite fait. Tu peux nouer des relations avec un acteur politique qui te dit tout et rien et tu mets ça sur la place publique. Et là, la RAC peut t'interpeller. Donc je pense qu'il faut quand même, je le dis, il faut reconnaître qu'il y a des acteurs politiques quand même qui excellent dans la matière. Ils disent tout et n'importe quoi parfois. Oui, terre à terre, ce qu'il faut faire, respecter les règles, mais il faut quand même que l'acteur des médias ait quand même un minimum de quoi se nourrir. Je l'ai dit, on avait fait le débat, enfin en coulisses, j'ai dit qu'un estomac bien rempli peut produire des merveilles. Ne demandez pas aux journalistes de faire son métier comme cela se doit. S'il a fait, s'il n'a pas déployé de l'argent à sa femme ni à ses enfants à la maison, si ses enfants sont en train d'être renvoyés à l'école, encore que l'école n'est pas aussi ce qu'elle était avant, ça coûte cher. Une éducation de qualité, ça coûte cher. Donc je pense que s'il y a tout ça dans la balance, ça sera compliqué pour le professionnel des médias de faire son métier comme cela se doit. Mais les populations ne veulent pas savoir que vous allez sur le même marché que les journalistes vont sur le même marché que les journalistes vont également dans les mêmes supermarchés qu'ils fréquentent un peu partout. Mais le journaliste a besoin de l'argent aussi. Et parfois, et quand vous n'avez pas ce qu'il faut, ne me demandez pas de faire de la magie. Il n'y a pas d'arbre qui produit des billets de banque. Et donc, tu es obligé de t'associer avec des acteurs politiques, avec des personnes, et parfois en violation des règles éthiques. Et je l'ai dit, quand vous m'aviez fait ma deuxième question, que parfois, il y a des confrères qui ont pris des libertés par rapport au respect des règles éthiques et déontologiques. Donc je pense que la RAC a du pain autour de la planche. Également les promoteurs des médias, également, parce que le promoteur ne peut pas faire de la magie. S'il ne gagne pas de l'argent, il ne peut pas payer le salaire. Et donc c'est un tout en même. Et je pense que les populations doivent comprendre. Eux autres voient seulement le rendu final, ce que nous leur présentons. Mais derrière tout ça, ils ne savent pas ce qui se passe. Après, Cyprien Lokossou, est-ce véritablement la faute des consommateurs des produits de presse, de la population, si les journalistes eux-mêmes ne parlent pas de leur réalité? Souvent, ils parlent des autres, mais ils font les autres. Ils ne parlent pas d'eux-mêmes, de leurs propres problèmes. On s'oublie pour eux, en Exactement, clair. c'est bien ça. On s'oublie, nous, journalistes, on s'oublie pour la population, ou même parfois les difficultés que nous vivons de façon personnelle ou au sein de nos organes, au sein de nos médias. On fait fi de ça
tout au moins pour rapporter, sinon relayer les difficultés des populations. Est-ce que, je ne vous interromps pas, Cyprien Lokosso, est-ce que ce n'est pas la peur de dégrader notre image ou bien votre image, vous en tant que journaliste, auprès de la population qui fait que vous ne parlez pas de vos réalités? Non, quelque peu, il n'y a même pas de peur à avoir parce que nous vivons au sein de la masse et la population voit. Elle voit véritablement ce qui se passe quand on prend le profil, quand on prend le journaliste lui-même. Il est vrai que cette question, au cours de cette mandature à l'Assemblée nationale, est revenue où les députés ont dit quelle est la situation des journalistes au Bénin. Et ça fait l'objet de débats où les uns les autres sont intervenus et ont dit leur regard par rapport à ça. Ce n'est pas joli. Ça s'arrête là? Ça ne doit pas s'arrêter là. Ça veut dire qu'il faut prendre des tests pour améliorer les conditions de vie des citoyens, des journalistes, pardon. Il faut travailler à avoir des tests qui les protègent, notamment sur la façon de travailler, les conditions de travail et également le retour qu'ils doivent avoir, parce que quand on travaille, il faut avoir de l'argent. Mais quand vous travaillez et que vous n'avez pas l'argent, je ne pense pas qu'il peut bien se sentir dans cette condition. Donc, le métier n'est pas seulement en matière de... On le dit, mais celui qui le dit, il doit avoir des tests qui l'encadrent. L'ARC doit travailler à ça. Je sais que dernièrement, le président de l'ARC a rappelé les financements au niveau des médias. Et il a dit plusieurs fois, depuis sa prise de fonction, l'actuel président de l'ARC, M. Édouard Loko, l'a rappelé et l'a promis également. Pour le 3 mai, à cette occasion, il a encore dit dernièrement. Et donc, ça veut dire que c'est important. Il faut le dire, il faut accompagner les médias, mais quand vous ne les accompagnez pas, ils deviennent, excusez-moi le mot, ils deviennent quelque peu ils ne doivent pas être au sein de la masse. C'est le journaliste qui commande, c'est le journaliste qui demande, donne-moi 10 000, donne-moi 5 000. Ce n'est pas joli, ce n'est pas de belles images. C'est le journaliste qui se retrouve à se battre sur le terrain pour des pertes. Justement. Donc, ce n'est pas une belle image de la corporation, mais qu'est-ce qu'on met en place pour protéger, pour éviter ces images-là? Ça fait partie des questions importantes pour la République. Est-ce que quelque part, je reste avec vous, Cyprien Lokosso, la correction de l'image ne vient pas aussi des institutions? Est-ce que les institutions n'ont pas un rôle à jouer? Quand on parle pour la presse, de l'aide de l'État à la presse, et que pour les partis politiques, on parle de financement public aux partis politiques. Pourquoi est-ce qu'on devrait aider, entre griffes, la presse et financer les partis politiques? Pourquoi ne pas financer toutes les structures? Le mot peut déranger. Aide. On aide quelqu'un qui n'est pas... C'est comme si il n'en a pas droit. Une faveur, c'est comme une faveur, on lui accorde. Ça ne doit pas peut-être être une aide, mais tout au moins, financement, aide pour parler plus vulgaire, pour que l'argent rentre et que l'argent permette aux gens, sinon à ces acteurs, de faire véritablement leur travail. Parce que quand il n'y a pas de moyens, le mec, il est prêt à accepter tout ce qui vient de l'extérieur et il écrit du n'importe quoi. Il écrit vraiment du n'importe quoi. Il relaie n'importe quoi également. Et ça, il tombe dans les travaux, il tombe dans les fautes qu'il ne doit pas en question véritablement poser. Donc ça fait que l'un dans l'autre, je pense qu'il y a matière à réorganiser le système, à donner une belle image à partir des tests. Et là, moi, je me dis, sous l'actuel régime, on a plus de chances autour du président de la République, qui sont des acteurs des médias. Exactement. Le porte-parole du gouvernement a exercé ce métier-là. On peut dire que dans son cercle média, il y a quand même de grosses pointures de la presse. Le président de la République sont chargés de mission. Voilà, et qui connaissent bien le métier, qui savent bien ce que ces acteurs-là traversent. Il y a plein de noms, on ne va pas les citer. Il y en a qui sont vraiment autour de lui. Et qui sont de ce métier-là, en tout cas qui ont exercé le métier de façon plus pointue. Je ne sais pas s'il faut dire plus pointue. En tout cas, ils ont... C'est une longue période. Ce sont des praticiens. Ce sont des praticiens, des sachants. Et donc, je pense que c'est autour un certain nombre de personnes qui peuvent quand même apporter leur point de vue et dire, oui, qu'est-ce qu'il faut faire pour redorer quelque peu le blason de ce secteur-là. Parlons de blason, le temps commence par nous tacler. On va parler déjà du classement RSF 2025. Le Bénin, quelle est sa place, Cyprien Lokosso? Je pense que le Bénin est 89e place. Et 92, non, 92e en 2025, alors que l'année 2024, c'était 89e place. 89e, oui, c'est bien ça. Donc 3 rangs de décalage. Je pense que c'est un coffret. Et ce classement, ça rend compte effectivement des réalités de la presse chez nous, des difficultés et également on va dire ça comme ça, des avantages ici. Mais je pense que ce classement doit nous questionner,
doit nous pousser à nous remettre en cause, nous, acteurs des médias, et également les pouvoirs publics, parce que vous avez parlé de la perception. La perception que les gens ont de nous dépend également des politiques, des gouvernants en place. Et moi, vous allez tous, nous serons tous unanimes, sur les terrains de reportage, parfois, il y a un mépris contre le journaliste. Vous finissez votre reportage qui dure pratiquement 30 minutes, vous êtes là à attendre 1 heure, 2 heures le PDM. Et parfois, c'est comme si vous ne méritez pas ça, on vous donne ça. C'est comme de l'aumône, alors que ça ne devrait pas être ça. Et donc, je ne vous arrête pas, mais il faut préciser aussi qu'il y a des journalistes qui s'en vont. Oui, exactement. Oui, il faut repartir à la base. Ce que je dis, c'est institué. Ce n'est pas un don. Non, oui, justement, ce n'est pas un don pour le journaliste. Et je pense que sur des activités, il y a quand même ces personnes-là et qui, parfois, vous traitent comme si vous êtes des diminués de la société, comme si vous avez échoué dans le coton et vous êtes venu dans le journalisme, vous avez échoué à l'université, vous êtes venu dans le journalisme. Non, il y en a qui n'ont pas échoué dans le coton, ils sont venus dans le journalisme. Il y a des gens qui ont été formés pour ça et qui ont des diplômes pour ça. Et donc, je pense qu'il y a des acteurs crédibles dans cette corporation-là. Et je l'ai dit, il faut que la HAC puisse soutenir ces acteurs crédibles-là. Et au niveau des PDM, moi, je suis pour... Moi, je suis pour ça pourrait agir sur le prochain classement RSF. Non, moi, je suis pour la suppression. S'il y a lieu de supprimer, il faut supprimer. Oui, il faut supprimer pour que les gens puissent avoir un autre regard sur nous. Parce que je le dis, je suis journaliste, je ne fais pas autre chose. Je ne vends pas de l'essence au bord de la voie. C'est mon métier, c'est ma carte de presse. Et donc, si on ne peut pas augmenter, si on ne peut pas donner ça comme si le journaliste, c'est un mérite pour le journaliste, si on doit donner ça parce que c'est une aide, non, le PDM, non, il faut supprimer. Je suis pour la suppression. Et ceci dit, je suis également pour le fait qu'il faut sensibiliser les confrères par rapport au respect des règles éthiques et déontologiques. Les règles existent. Ils sont combien à connaître les tests existent. Ils sont combien à connaître les tests. Parfois, on met de côté les tests parce qu'on a des acquaintances, on est amis. Le patron est ami avec le président de la HAC, le patron est ami avec le chef de l'État, le patron est ami avec tel ministre. Et puis bon, on fonctionne comme ça. Il faut quand même qu'on puisse redorer le blason de la presse et que ça soit institué comme un métier, comme d'autres métiers, par exemple le médecin, l'avocat, et un peu comme les autres métiers également. Et donc je pense qu'il faut changer la perception. Il faut également essayer de faciliter les conditions d'exercice du métier, que quand vous appelez pour avoir des informations, que vous ne soyez pas forcément des journaux qui sont en partenariat avec le gouvernement pour avoir ces informations. Tant que vous êtes déjà journaliste, vous êtes détenteur de votre carte de presse, vous devez avoir l'information. Donc, c'est pourquoi je dis, le Bénin d'aujourd'hui, le Bénin révélé, doit travailler à une véritable accès au métier et accès à l'information, à la source d'information. Parce que quand vous suivez un peu le classement, il y a de ces choses-là qui sont incriminées. Est-ce que le journaliste exerce bien son métier? Est-ce que parfois il n'y a pas restriction de liberté? C'est pourquoi il est dit, il faut que la HAC puisse faire ce jeu de balance-là entre restriction de liberté et assainissement de la corporation. Et donc, c'est très important en assainissant la corporation, qu'il n'y ait pas restriction de liberté. Et ça sera compliqué. Quand je dis ça sera compliqué parce que dès qu'un média est fermé, est suspendu, on crie, on restreint des libertés. Dans une démocratie, ce n'est pas la fermeture des médias. Exactement, mais il faut quand même que les médias aussi respectent les règles déontologiques, les règles éthiques. Et quand vous voulez parler du président de la République, par exemple, c'est un exemple que je donne, qui est une institution, il faut savoir utiliser les mots qu'il faut. Quand il s'agit de critiquer le président de la République, qui est une institution, il faut savoir utiliser les thèmes qu'il faut pour pouvoir le critiquer, pour pouvoir lui montrer que tel acte qu'il a posé ou telle réforme, il y a quand même des failles dans cette réforme-là. Pas insulter, pas faire truc là. Moi, je pense qu'il nous revient, acteurs des médias, d'être conscients du rôle que nous jouons et de mériter ce titre, il a rappelé tout à l'heure, de 4e pouvoir. Il faut que nous méritons ça et c'est très important à mon avis. Cyprien Lokosso de 89e, nous nous retrouvons à la place 92. Qu'est-ce qui fait que le Bénin, la presse au Bénin ne remonte pas la pente au niveau de RSF? L'étude a ciblé, a donné quand même des indices où on a interrogé combien de journalistes sont tués, 0. Combien de journalistes sont emprisonnés, combien de journalistes sont... en fait, les indices sont plus élevés. Combien d'organes ont été fermés? Ont été fermés également. Mais l'un dans l'autre, je me dis, quelque peu, il y a des constats. Il y a un constat sur le terrain. Même quand on va au-delà des résultats que RSF nous propose, il est vrai qu'on n'a pas directement tué des journalistes, on n'a pas directement assassiné des journalistes, mais les journalistes meurent au Bénin. Oui. Certes, il ne faut pas l'oublier, des journalistes meurent
pour conditions de travail. Des journalistes meurent. Et tout ça, RSF ne peut pas nous le dire de façon directe. Quand on ferme ou bien quand un média ne fonctionne plus et que le personnel se retrouve à la maison chez lui et qu'il n'a plus d'autres moyens, qu'il n'a plus d'autres possibilités de répondre à ces exigences familiales et autres, le journaliste meurt dans ce cas. RSF ne pourra pas nous le dire de cette façon. Et donc, moi, je ne vois pas la chose en termes de combien on a tué, combien on a fermé. Non, allons au-delà et faisons notre propre examen à l'interne. On a des structures, on a des fêtières qui peuvent, en tout cas, travailler à améliorer les conditions. Et c'est sur ces questions-là plutôt que moi, je souhaiterais que nous-mêmes, nous fassions notre propre classement. Et quand on fait cet exercice, on finit par savoir qu'il y a un malaise à l'intérieur. Et c'est sur ça qu'il faut agir, en complicité avec les pouvoirs publics, en complicité avec les pouvoirs là qui sont sur place, qui peuvent aider, qu'on puisse corriger quelque peu les choses. Sinon, de 89e à 92e, il y a quelque chose qui n'a pas bien fonctionné au plan, peut-être ce qu'on voit de façon plus visible. Mais moi, je parle sous les coulisses, ce que tout le monde ne voit pas. Donc pour moi, ce classement... Ouais, non, pas vraiment. Mais ce classement, pour moi, ce n'est pas encore le reflet de ce que nous sommes. C'est plus ou moins, pour ma part, c'est plus ou moins, mais je pense qu'il y a plus fort que ça, il y a plus lourd que ça, sur lesquels il faut travailler. Parce que nombre de ceux qu'on côtoie et qui se portent bien ou qui sont habillés en costume, attendez, à l'intérieur, peut-être que ça chauffe, mais c'est l'apparence que nous vendons parfois. Comme le dirait quelqu'un, il fait chaud dans le frigo. C'est ça, oui. Cyprien Lokosso, parlons de l'environnement du journaliste béninois. Il y a le code de déontologie de l'éthique dans les médias, il y a le code du numérique, il y a le code de la communication. Le journaliste se retrouve entre trois piliers. Est-ce que cela ne restreint pas ses mouvements professionnels? Dans le rapport de RSF dont nous parlons ce matin, je pense que quelque part j'ai lu que le code même s'il ne va pas jusqu'à même s'il facilite du moins la dépénalisation, pour autant il ne balise pas le terrain pour le journaliste. Donc on a en fait ces instruments qui contrôlent et qui ne nous permettent pas trop de mouvoir. Au point, il y a l'information quand vous la donnez, estimant que oui, je porte l'information, mais il y a le code du numérique qui vient et qui s'impose et qui dit non, de la façon dont vous l'avez dit, vous ne devez pas le dire de cette façon-là. Et donc, ça devient une faute et vous devez en répondre. Et ça fait que c'est l'épée de Damoclès qui plane à la fois sur la tête et des professionnels des médias, et même de ceux qui ne sont pas des médias, en tout cas du citoyen lambda, tous ceux qui sont usagers des médias sociaux ou bien des réseaux sociaux, c'est la même sanction pour tout le monde. Donc, quelque peu, on a assez de tests, mais pour moi, ce n'est pas si relax pour nous permettre de faire véritablement le métier. Au point que, sur cet exercice de prudence, à être trop prudent, on a un peu de réserve. On va même jusqu'à l'autocensure. Oui, pratiquement. Assez prononcée. Ça, c'est pas bon de le dire. Ça, non, il faut l'éviter. Donc, dans ça, on a du mal à porter l'information d'une certaine façon. Et donc, ça fait que le journaliste n'est pas pour autant trop libre. Le journaliste au Bénin, difficile d'exercer son métier. Est-ce que, au niveau de l'Assemblée nationale, il y a quelques jours, les députés voudraient bien se pencher sur la révision du code du numérique? Est-ce que cela pourrait aboutir et aider le journaliste à mieux se déployer dans l'exercice de sa fonction? C'est ce qu'on va souhaiter, que ça puisse aboutir pour aider le journaliste à faire son métier comme cela se doit, à jouer le rôle qui est le sien dans le développement de la nation, dans notre démocratie. C'est très important de revoir ce test-là pour permettre aux journalistes de porter l'information. Parfois, on veut respecter les tests jusqu'à... on arrive à dénaturer l'information, on ne porte plus l'information comme cela. Parce qu'on se dit, mais si ça va sur les réseaux sociaux maintenant, ça aura quelques connotations. Est-ce que il y a trop de questions qu'on se pose dans le traitement même et la livraison de l'information. Je pense que ce que nous allons souhaiter, c'est vrai qu'il y a beaucoup de tests de loi pour organiser un certain nombre de secteurs. Je pense que c'est également possible d'organiser notre secteur parce que nous jouons un rôle important. Nous sommes des piliers du changement parce que, quelles que soient les réformes, il faut passer par les acteurs des médias pour faire connaître ça aux citoyens. Et donc, je pense que c'est important que les députés puissent voter
cette loi-là pour permettre aux professionnels de faire leur travail comme cela se doit et pour également aider le professionnel à avoir accès à l'information et également exercer dans son métier dans de bonnes conditions de vie et de travail. C'est très important. Il faut que le journaliste arrive à s'épanouir dans son travail. Exactement, comme les autres corps de métier, comme les avocats, comme les médecins et un peu les autres corps de métier. Que le journal ne soit pas le diminué de la société où tout le monde jette sur lui les tas d'ordures. Quand ça ne va pas, on dit mais c'est vous qui écrivez ça, c'est vous qui nous dites. C'est vous qui dites que tout va bien dans le pays. Alors que ça ne va pas bien, alors que nous allons dans le même marché que cela. Et je pense que il faut vraiment réformer cette corporation, soutenir les acteurs crédibles et que nous-mêmes nous puissions jouer notre rôle comme cela se doit et mériter ce titre de 4e pouvoir. C'est important. Chers invités, chers confrères et collègues, nous allons donc faire un pas pour aller à l'international. L'international va nous amener juste à côté à Lomé, au Togo, où des réformes politiques ont été menées dans ce pays et M. Faure Gnassingbé n'est plus le président de la République, mais il est désormais le président du Conseil des ministres. Cyprien Lokossou, je vous vois sourire. Oui, c'est... je me dis qu'est-ce qui... c'est sans surprise en fait. C'est sans surprise depuis que la Constitution a pris une nouvelle allure, depuis que ce changement a commencé par se faire remarquer au Togo, tout près. C'est sans cette surprise. Donc tout passe comme ça doit se passer. Moi, je me dis, la finalité, c'est tout au moins que le Togolais, le citoyen togolais se sente bien dans sa peau. Quelle politique veut changer désormais? Qu'est-ce qu'il veut changer au Togo désormais? C'est là la principale question. Faure au pouvoir depuis 2005, pratiquement 20 ans. Encore avec sa nouvelle posture, il se retrouve à avoir encore 6 ans de pouvoir en plus, ça fait 26 ans. Qu'est-ce qui veut changer véritablement? Et cette fois-ci, il faut préciser que la réforme est conçue de telle manière que l'actuel président de la République n'a plus tellement de pouvoir, il n'a aucun pouvoir. Ce n'est que le président du Conseil des ministres, donc Faure Gnassingbé, qui a toujours tous les pouvoirs. Et l'autre chose, c'est qu'il n'y a plus de limite de mandat à ce niveau, par exemple. Absolument. Parce que la voie qui s'ouvre devant les Togolais, c'est vraiment une bonne voie. Non, c'est un système politique qu'on choisit. Donc l'État peut choisir. C'est comme en Italie, c'est comme en Allemagne. En Allemagne, tout ça. C'est un système politique qu'on peut adopter et ça marche comme ça peut ne pas marcher. Et ça marche avec ses problèmes, ça ne marche pas avec ses avantages également. Donc, c'est un choix politique et le Togo a choisi depuis ces dernières heures, sinon depuis ces derniers mois, le Togo a choisi. Donc, le Togo va faire l'expérience. Peut-être que si c'est bon, le Bénin va l'adopter. Si c'est bon, le Mali ou d'autres pays peuvent l'adopter. Donc, on essaie de voir jusqu'où ça va conduire. Mais, pour moi, ce qui, personnellement, peut me retenir, c'est de tout ce temps jusqu'à aujourd'hui, à partir de maintenant, qu'est-ce qui va changer véritablement dans la manière de gouverner et surtout dans les conditions de vie des citoyens togolais. Citoyens togolais, justement, on en parle. Désormais, c'est les députés et les sénateurs qui jouent les grands rôles, qui désignent le président du Conseil des ministres. Le premier, d'ailleurs, c'est Faure Gnassingbé. Après 20 ans comme président de la République, il atterrit dans un autre fauteuil. Est-ce que, Sergino Lokossou, la population togolaise pourra toujours aller aux élections et élire ses responsables comme cela se doit, avec cette nouvelle forme de gouvernance? C'est inédit quand même sur le continent, sur cette partie ouest africaine du continent. Le Togo a fait... Disons sur tout le continent. Sur tout le continent, sur tout le continent. Sur tout le continent, c'est inédit. Je pense que si on est venu à cette extrémité, c'est que le peuple togolais aussi a voulu. L'a voulu. Comment ça? L'a voulu parce que les députés qui sont là, c'est des personnes qui les ont choisis. Ils sont l'émanation du peuple, on va dire ça comme ça. Et donc je pense que l'homme, comme le pays, la nation, est guidé par le changement.
Et nul ne peut empêcher le changement, les déformations, les reformations, les formations, même les transformations qu'induisent le changement dans une nation. Je pense qu'on ne peut pas en vouloir au système togolais. C'est un système qui a été mis en place. Nous sommes là pour faire le commentaire, pour voir ce que ça va donner. Peut-être il a rappelé, si c'est bon, pourquoi pas. D'autres pays du continent peuvent également s'inspirer du modèle togolais. Oui, puisque quand je le dis, oui. Le modèle que nous utilisons chez nous, démocratique, ça ne vient pas de nous. Ça vient du colonisateur. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais si à un moment donné, un peuple estime qu'il peut changer ce modèle-là pour amorcer le développement comme cela se doit, on ne peut pas lui en vouloir. Maintenant, comme il a dit, qu'est-ce qui va changer véritablement avec cette réforme-là? Est-ce que ce n'est pas une façon déguisée de dire, bon, comme vous voulez une alternance, comme c'est ma famille seule qui reste au pouvoir et vous le dites, je m'éclipse, c'est un autre qui devient président, mais moi je suis derrière, j'ai toute la force, je suis président par procuration peut-être, et puis j'exerce le pouvoir. C'est une façon de dire à l'opinion internationale que oui, il y a alternance au Togo. Quelle est finalement la portée de la voix du citoyen togolais à travers les urnes? Ça sera compliqué de le dire, mais ce que je sais, c'est que le Togolais aura son mot à dire. Si le régime, il a dit, si ça ne marche pas, ce régime-là, si ce système-là ne marche pas, ils vont constater les failles. C'est comme chez nous, au pays, la réforme du système partisan, c'est vrai, c'est bon, ça réduit les partis politiques, mais il y a des failles qu'on constate depuis que la réforme a été mise en place. C'est pareil. Et je pense que c'est une marche. Et quand on fait cette marche-là, c'est au bout du chemin, du parcours, qu'on constate les failles, les insuffisances et qu'on corrige pour véritablement permettre au peuple de se sentir dans ce qui se fait. Et je pense que le peuple togolais, comme vous l'avez dit, le citoyen togolais, à la longue, verra si ce système l'arrange. Puisque je l'ai dit, les députés sont l'émanation du peuple. Si à un moment donné, si le citoyen togolais, le peuple togolais estime que ce système ne m'arrange pas, ce système, c'est en quelque sorte ce qui s'est passé au Gabon où on a fait plusieurs décennies au pouvoir. C'est une façon de dire, bon, comme vous voulez que je quitte, comme c'est ma famille seule qui est au pouvoir, j'amène ce système-là et je continue. Donc, je pense que ça revient au peuple togolais, ça ne revient pas à nous, au peuple togolais. Nous sommes là pour constater avec eux, pour suivre un peu comment ça va marcher, pour voir si c'est véritablement rentable pour le peuple. Est-ce qu'avec ça, le peuple togolais puisse manger à sa faim et boire à sa soif? J'avais envie de vous poser cette question. Je ne vois pas directement la voix du peuple togolais. Je ne la vois pas tout de suite parce que quand on est dans un régime parlementaire, ce sont la seule chose, c'est-à-dire en fait leur position, sinon leurs droits, ils les exercent pratiquement au début du processus. Vous élisez, vous votez pour les députés. Et dès qu'ils franchissent cette étape-là, c'est fini. Même quand vous créez à la fraude, même quand vous créez c'est fini. Et dès qu'ils ont la majorité au pouvoir, dès qu'ils ont la majorité à l'Assemblée, c'est fini. Parce que c'est en leur sein, ce sont eux qui désignent. Et suivant ces tests-là, c'est le chef du parti, le président du parti, qui prend cette position de chef président du Conseil des ministres. Et là-dessus, qu'est-ce que le peuple a dit dans ce cas? C'est plutôt les représentants du peuple. Mais qui sont-ils? Parfois, comment sont-ils élus? Donc, quand vous voyez un peu le système, connaissant un peu comment ça fonctionne sous nos cieux, et quand on est majoritaire, on occupe véritablement le terrain. Et en occupant le terrain, c'est que vous damez le pion sur tout ce qui est opposition. Et l'opposition n'a plus vraiment sa voix. Et justement, quand vous voyez tel que c'est monté aujourd'hui, le président Faure, en tant que président du Conseil des ministres, et celui qui vient, c'est un opposant, mais il n'a qu'une posture honorifique. C'est lui qui est là juste pour des décorations. Ce n'est pas signifiant, ce n'est pas... Est-ce que cette forme pas le déclic, en fait. Est-ce que, Cyprien Lokossou, cette forme de démocratie que le Togo, dans laquelle le Togo s'est engagé depuis samedi dernier, est-ce que cela pourrait ouvrir la voie à l'expression populaire? L'expression populaire, je ne saurais le dire de façon directement. Il est vrai que le peuple ne pourra exercer ce pouvoir-là que dès qu'elle élit les députés qui, à leur tour, ont la charge, sinon le droit, d'élire ou bien de désigner le président du Conseil des ministres. Je ne vois pas trop tout de suite la voix du peuple et l'intervention du peuple. Par contre, à un moment donné, on prend conscience
Quand ça ne va pas, on prend conscience. On a vu des populations qui en avaient marre et qui ont dit trop, c'est trop. Oui. Et donc, la censure peut se faire dans les urnes, déjà au niveau des élections législatives. Si ce n'est pas le cas, il y a possibilité de renverser le pouvoir, de renverser le président quand ça ne marche pas. Si réellement les députés, le camp de l'opposition réussit à avoir la majorité ou bien a quand même une voix plus audible, généralement, c'est ce qui se fait. On a connu la situation en Allemagne où on peut renverser le chef de l'État, le président du Conseil des ministres, et on passe à une autre. Mais là, c'est dans un environnement où les élections sont transparentes, libres, inclusives et tout ce qui va avec. Elles sont aussi, sous les tropiques. Ce que les organisations internationales nous disent, en tout cas pour les rapports qu'on voit chaque fois, les élections sont crédibles, elles sont justes, elles sont justement. Et donc même quand il y a des heures. Oui, en tout cas, on dit que c'est minime. Désormais, donc, président du Conseil des ministres, Faure Gnassingbé concentre davantage de pouvoir entre ses mains. Le président de la République reste honorifique. On espère que nos frères, le peuple togolais, va pouvoir expérimenter cette nouvelle forme de gouvernance et on va constater avec eux les résultats. On espère simplement, on prie pour que la démocratie continue d'être et que le peuple se retrouve dans cette forme de gouvernance. Ils peuvent inspirer des modèles en Afrique désormais. Oui, D'accord, j'espère ne pas suivre vos regards. Allez, chers amis, le temps commence donc par nous tacler véritablement. Je crois qu'on a fait le tour d'horizon. Merci d'avoir été là, Cyprien Lokossou. Merci, Sergino Lokossou. Un dernier mot? Un dernier mot, c'est que pour dire que nous ne sommes pas ici pour accuser les chiens de rage et accuser les chiens de rage, mais nous sommes ici, on crie à l'appel au vaccin en ce qui concerne la presse béninoise. Très important. Votre mot de fin, c'est Cyprien Lokossou. Mon mot de fin, c'est juste espérer et espérer encore pour le milieu média, pour la presse béninoise, pourquoi pas, les meilleures conditions de travail pour les confrères les uns et les autres, pour que le métier puisse avoir cette facilité d'aller à la source de l'information. Peut-être qu'on ne l'a pas beaucoup dit, les sources d'information sont verrouillées aussi, ça il faut le dire, parce qu'on est dans un environnement où en tant que journaliste, quand vous invitez quelqu'un ou vous posez une question, on se dit non, moi je ne veux plus parler dans ce pays. Même quand le sujet n'est pas politiquement dérangeant, même si c'est juste à titre informatif, vous avez des gens qui ne sont pas en mesure de vous donner l'information. Et ça complique le travail à notre niveau parce qu'on a envie de recueillir, traiter, croiser et d'informer. Mais dès que vous tapez à la porte de quelqu'un pour dire informez-nous, on ne veut pas vous donner. Il est vrai qu'on fait avec dans notre environnement et que désormais, je souhaite vraiment que les gens soient favorables à nous accepter, qu'ils nous répondent pour que nous puissions faire le travail comme cela se doit. Respecter la déontologie, c'est vrai, même quand quelqu'un dit qu'il faut plus, que ça ne suffit plus de respecter la déontologie à papa, pour ne pas citer Edouard Loko. On espère simplement que la presse béninoise a de bons jours devant elle et que les professionnels que nous sommes, nous allons réussir en fait à nous épanouir professionnellement, socialement, familialement et tout ce que vous voulez. Mesdames, Messieurs, ce que nous, on vous souhaite, c'est de prendre du plaisir à suivre les programmes de Bénin TV. Le meilleur reste à venir. Nous, on va prendre congé de vous. Ainsi s'arrête ce numéro de l'émission Bonjour le Bénin, bonjour chez vous et à demain.